De la rentrée scolaire 2020-2021 retentira en principe sur l'ensemble du territoire national. Une rentrée on ne peut plus spéciale du fait de la crise sanitaire qui a contraint le monde à se plier à un nouveau mode de vie dans le strict respect des gestes barrières contre le coronavirus. Avec nos invités ce dimanche, nous ferons une évaluation quant aux préparatifs de cette rentrée scolaire, de même que nous ouvrons une brèche sur le dispositif mis en place par les pouvoirs publics dans ces établissements scolaires et les mesures prises par ces mêmes pouvoirs publics à travers les ministères concernés pour mettre les apprenants à l'abri du Covid-19 et lui garantir une bonne rentrée scolaire 2020-2021. Il n'en sera pas moins pour la situation socio-politique du Cameroun depuis la réunification en 1961. Ici, il ne serait pas superfétatoire de se demander si cette réunification ne s'est pas noyée dans la crise du Nozo. Ces sujets ont été traités par la presse locale tout au long de la semaine de ce dimanche. On en parlera donc avec nos invités déjà en plateau. On va donc faire connaissance avec ces invités qui sont déjà en plateau, je l'ai dit. Nous commençons avec Denis Kwebo, consultant maison de STV. Il est avec nous encore ce dimanche. Bon après-midi, Denis. Bon après-midi, Narcisse, et un salut chaleureux à tous ceux qui regardent, mes invités aux co-panélistes pour un débat franc et sincère, et surtout dans la vérité. Maître Achille Ledieu, bon après-midi. Bon après-midi mon cher, bon après-midi au panel, bon après-midi également à tous les inconditionnels de ce programme qui nous regarde actuellement, qu'il me soit permis d'adresser comme ça mes sincères condoléances à la famille du barreau tout entière, à la famille du bâtonnier Charles Diakounté Patié, un papa, le père de plusieurs générations au barreau du Cameroun, s'en est allé très tôt ce matin alors qu'il venait d'être évacué en France pour des soucis sanitaires. Donc c'est un coup de tonnerre, le barreau du Cameroun est en deuil. On en parlera tout à l'heure s'agissant du décès du bâtonnier. Il s'en était allé, c'était donc c'est ce dimanche alors qu'il avait été évacué pour des soins de santé. On va signaler ici que vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Vous êtes là en tant que communicant du Social Democratic Front, c'est bien ça? Effectivement, je suis le conseiller juridique régional du SDF pour la région du littoral. Je communique pour le compte de mon parti. Un maître peut en cacher un autre. Maître Kenyé Fabrice, bon après-midi. Fabien dirais-je, merci Narcisse, bon après-midi. Au moment où je devrais prendre la parole, c'est déjà un privilège pour moi, merci de m'avoir invité. Je crois que c'est la première fois que j'arrive sur votre plateau. Tout à fait. J'en suis honoré. Comme l'a dit mon précédent confrère, Maître Lejour, je suis terriblement en peine par rapport au décès de Maître Diakounté Patié qui vient de nous quitter. Voyez-vous, je suis autour de lui. Il est en dessous de moi, je suis en dessus. Donc, c'est quelqu'un que je fréquente pratiquement tous les jours. Et ma pensée principale va vers son épouse, Clarisse, à qui je dis, je souhaite beaucoup de courage. Et cela dit, on ne va pas longtemps épiloguer là-dessus. Nous sommes sur la phase introductive. Je voudrais d'emblée saluer vos multiples spectateurs. Et comme l'a dit... Téléspectateurs autant pour moi. Et comme l'a dit Denis Kwebo, que cette émission se passe dans la stricte courtoisie et dans le strict plan de la vérité pour que ce pays aille
Vous avez dit c'est Maître Kegne Fabien. Kegne Fabien et non Fabrice. D'accord. On va rappeler que vous êtes le porte-parole du mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour le cadre, ou dans le cadre de cette émission ce dimanche. Tout à fait, c'est ça. Et notre invité, c'est l'honorable Samuel Dieudonné Motte, député donc de la République du Cameroun. Il nous a fait encore la politesse, voire la gentillesse d'être de notre ce dimanche, habitué de ce plateau. Bon après-midi, honorable, et bon retour. Merci, Narcisse. Merci également pour l'invitation qui m'a été faite, également j'allais dire l'autorisation qui m'a été donnée par la hiérarchie du parti pour venir communiquer ici à son nom. Et je suis là effectivement en tant que communicant de RDPC. Accessoirement, comme vous l'avez précisé, je suis peut-être expert comptable et député à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas abandonner la parole sans joindre ma voix républicaine à deux avocats qui viennent de s'incliner sur la vie d'une personne qui vient de nous quitter, une personne de qualité, une personne, ce genre d'individu-là qui, sans vous donner quoi que ce soit, vous aide à progresser dans la vie. Parce que, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, c'est les images qui se défilent sous nos yeux très souvent, qui font grandir les hommes positifs. Quand vous voyez un avocat passer à côté de vous, alors que vous n'êtes petit enfant, vous avez besoin de devenir avocat, vous avez l'esprit de devenir avocat un jour. Quand vous voyez un expert comptable, vous vous identifiez certainement à lui. Quand vous voyez un ingénieur, vous avez envie de devenir ingénieur. Et très souvent, les gens m'ont réduit leur vie à dire, et il m'a donné quoi? Ce qui vous a donné, effectivement, c'est cet esprit-là, cette espérance-là, pouvoir progresser dans la vie, pouvoir être à ce niveau. Et nous quitte de manière assez précoce. C'est vraiment bien dommage, mais la vie, elle est ainsi faite. La vie, elle est ainsi faite, vous faites bien de le dire, honorable. Un autre invité, le dernier, et pas de moindre, lui, c'est un enseignant du PLEG. Yves, bienvenue à Bama. Bienvenue, monsieur, bienvenue. Merci de m'avoir invité à cette émission. Un bonjour particulier à vos millions de téléspectateurs et bonjour également aux panélistes. Vous êtes enseignant au lycée bilingue de Daïdo. Effectivement, je suis enseignant de français et animateur pédagogique. Il est très jeune. Ah oui. ça vient de l'honorable Dieudonné Samuel Motte. C'est très bien. Alors, vous l'avez suivi d'entame, chacun de nos invités a dû s'incliner devant la mémoire du bâtonnier qui s'en est allé. Vous constatez donc que le barreau du Cameroun est attristé depuis ce dimanche. Il s'en est allé, c'est donc de suite de maladie. Le bâtonnier Charles Tchakouté Patié, après une évacuation sanitaire, il était jusqu'à sa mort le bâtonnier de l'ordre et des avocats du Cameroun, signalant à toute fin utile que le disparu a été désigné par ses pairs comme nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun au terme donc d'une assemblée générale extraordinaire houleuse qui s'est achevée aux premières heures du dimanche 25 novembre 2018 dans la ville de Douala. Il inscrit donc au grand tableau des avocats au barreau du Cameroun le 16 janvier 1992. Maître Charles Tchakouté Patié était spécialisé dans le contentieux des affaires. Ses pairs lui reconnaissent également le rôle qu'il a joué dans la libération du leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, et plusieurs de ses militants. On dira tout simplement paix à son âme. Peut-être une réaction Denis Kobo, vous le connaissez certainement, Maître Tchakouté Patié. Oui, en effet, je connaissais particulièrement et personnellement Maître Tchakouté Patié pour avoir été dans la chronique judiciaire lorsque j'étais encore en mutation et puis au quotidien des jours. Vous savez, ce serait difficile que les Camerounais jugent de la sincérité des propos au sujet de Maître, parce qu'on dit toujours du bien des morts. Mais c'était un avocat brillant pour ceux qui l'ont suivi. Moi, je l'ai suivi dans le procès Siam Siwe, ici au TGI, puis à la cour d'appel. C'était un avocat brillant, c'est pas un impresario. Donc, c'est pas ce qu'on dit des gens qui sont morts. Il était particulièrement brillant. Pour nous qui sommes chiches en éloge, vraiment, il fallait lui rendre ça. Mais pour ceux qui l'ont suivi depuis 2018, et moi je suis un corporatiste très ferme, c'était un monsieur assez mesuré. Et c'est parce qu'il était très mesuré qu'il a pu tenir. Le barreau a pratiquement changé avec lui.
toute la jeune génération des avocats s'identifiait à M. Chakounte Patie. Moi, j'ai l'habitude de discuter avec les jeunes. Donc, il a réussi à faire du barreau ce qu'on voulait qu'il soit. Et depuis ce matin, j'ai échangé avec beaucoup d'avocats. C'est presque l'unanimité. Ça n'arrive pas souvent avec les morts. Il était très modéré, très mesuré, parce que c'est le moment de le dire. S'il n'avait pas été M. Chakounte Patie, le barreau aurait eu des ennuis avec tout ce qui s'est passé en zone anglophone, avec l'engagement politique très poussé, très marqué des avocats ces derniers temps-ci. C'est la pondération du bâtonnier qui faisait que le corps des avocats demeure ce corps d'élite respectable et respecté. Il faut, je maintiens devant sa mémoire, c'était un ami des journalistes, notamment de notre syndicat, le syndicat national des journalistes du Cameroun, parce que les avocats du Cameroun, il faut le rappeler, ont toujours été à nos côtés, sans préjudice des clivages qu'il y a toujours eu. Les avocats nous ont toujours défendus et gracieusement, sans distinction de chapelle. Chaque fois qu'un journaliste a des ennuis au Cameroun, on a toujours un avocat dans un coin du pays qui se lève et prend sa défense sans exiger le moindre copec. Donc, on salue la mémoire du grand avocat qu'il était et du grand leader social qu'il a été jusqu'à ce matin. D'accord. Maître Achille Ledjo, une grosse pointure du barreau camerounais qui s'en est allé. Quel est le souvenir que vous gardez de cet homme? Ben voilà, il faut dire que depuis ce matin, c'est un véritable coup de tonnerre dans la famille du barreau Cameroun. C'est un papa. Il a tenu nos mains. Il nous a vraiment montré les rouages du métier par les conférences de stage dont il personnellement s'en imprégnait et en faisait une affaire personnelle, je l'ai dit. C'est quelqu'un qui a formé beaucoup de générations des avocats. C'est quelqu'un qui véritablement, avec une touche particulière à donner au barreau du Cameroun. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est votre consultant. Il a fait du barreau véritablement ce que devrait être un barreau, c'est-à-dire être entre le pouvoir et le contre-pouvoir. Essayer d'être au service des causes sociales les plus défavorisées. Je vais dire les générations, les promotions Aboubacar, les promotions Ben Achomouna, lui seront toujours reconnaissantes car Aboubacar Ben Achomouna porte la touche particulière du bâtonnier émérite Charles Patipé Chakounte, au-dessus de sa stature de l'homme de droit, sur laquelle je voudrais plus revenir. C'est un monsieur véritablement de principe. Je crois que j'aurais plus à dire. Peut-être demain, je vais faire absolument une sortie là-dessus dans les journaux écrits. Pour le moment, je taire le nom du journal, mais ce qui est sûr, je vais lui rendre cet hommage. Maître Fabien Kenyé, une grosse pète? Une extrême perte, Narcisse. Et donc, vous avez, avant de continuer, il faut dire bien que les téléspectateurs et les Camerounais le savent. M. Chakounte Patie n'a jamais été avocat du MSC ou des militants du MSC. Je le dis parce que je fais partie du collectif des avocats qui défendent au-delà du MSC tous les Camerounais qui sont opprimés. Lorsqu'il est intervenu dans le cadre du procès dit politique, le dernier procès dit politique, c'était pour assister une consoeur, Maître Michel Doki. C'est pour vous dire à quel point il était confraternel. Il était d'une rigueur exceptionnelle. Je vais vous raconter une anecdote. Je me suis retrouvé un jour dans le cabinet Maître Chakounte Patie. Je me plaignais d'un client qui ne m'avait pas payé et qui ne me payait pas du tout. J'avais extraordinairement travaillé pour ce client. Il m'a fait le reproche d'avoir autant travaillé et de m'être pas
fait payer. Et que par là, j'ai prostitué le métier d'avocat. Mais ne pensez pas que qu'en le disant, je voudrais dire que Maître Tchakounte Patié avait une vocation ou une propension pour de l'argent, parce que je connais beaucoup de confrères à qui c'est un autre témoignage, c'est extraordinairement rare dans le métier d'avocat. Il m'a déjà appelé plus d'une fois, il a dit: Maître Kenny Fabien, je te confie ce client, va vers lui, il va te payer tel honoraire. Certains confrères, je pensais que j'étais l'un des privilégiés dans ce sens, mais beaucoup de confrères m'ont fait ce témoignage-là. C'est très rare, surtout dans notre contexte. Corporation. Notre contexte. Et sur le plan de la rigueur intellectuelle, j'ai pu vous dire qu'il était extraordinairement irréprochable. Il était agréable à suivre. Sur la gestion du cabinet, je n'en vois pas beaucoup. Et d'une chaleur extrême, très sensible. C'est l'un des rares avocats qui ne pouvait pas vous laisser comme avocat déambuler dans la salle des pas perdus avec n'importe quelle tenue. Il le rappelait toujours, c'était sa rigueur. L'avocat, d'abord, c'est la mise vestimentaire pour ce qui le concernait. Donc sur le plan déontologique, il était extrêmement irréprochable. Voyez-vous, il s'en va ainsi. Moi particulièrement, j'étais sur le point, malgré notre proximité, de me plaindre de lui au regard des multiples violations de l'homme, des multiples exactions que subissait la population camerounaise, et surtout de la difficulté aux avocats, des multiples difficultés que les avocats avaient, ou des multiples barrages que les avocats avaient face à eux dans le cadre des procédures judiciaires, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui beaucoup de Camerounais font l'objet de multiples procédures dans le cadre d'une justice parallèle. Moi je me plaignais, je ne comprenais pas que le bâtonnier se taise face à ce qui a été décrit tant sur la toile que dans les réseaux sociaux. J'ai voulu l'interpeller, mais quelque chose me retenait. Aujourd'hui, je comprends que s'il n'a pas agi comme il l'avait fait par le passé, c'est parce qu'il n'est plus. D'accord. Alors, Yves, bienvenue à Bama. Une grosse pointure s'en est allée. Quel peut être l'impact, selon vous, d'une telle perte dans la société camerounaise? Bon, pour juger de l'impact de cette perte, il faut juste écouter les avocats autour de la table. Vous voyez que chacun est marqué. Bon, c'est un monsieur que je ne connaissais pas particulièrement, mais que j'ai souvent observé à distance. Et tout à l'heure, monsieur Denis Kouibo a parlé de quelqu'un de pondéré. J'ai voulu ajouter discret. Voyez. Donc quelqu'un qui, dans ce contexte difficile, vous voyez la plainte que Maître Kenny émet, le désir, le reproche qu'il lui aurait fait. Voyez. Il est resté dans ce contexte compliqué, sans zèle, sans verser dans la démesure. Bref, c'est quelqu'un de discret. Et c'est le genre de personne qui, dont le Cameroun a besoin. Parce qu'on est à un stade où les clivages sont tellement énormes que dans chaque corps de métier, on a besoin de ces personnes-là autour desquelles même les ennemis les plus indicibles peuvent s'entendre. Donc c'est une grosse perte, comme ils sont en train de dire. Et je profite pour souhaiter mes condoléances à la famille nucléaire du défunt et aussi à sa famille professionnelle. Honorable Dieudonné Samuel Motte, une réaction? Oh, qu'est-ce que je peux encore dire? Je crois que tout a été dit. Denis Kouibo a parlé tout à l'heure de modération. Je pense qu'il faut également ajouter à ce thème-là de la pondération. C'est d'ailleurs ce que le professeur Abama venait de dire tout à l'heure. C'était quelqu'un qui était plein de beaucoup de pondération. Et je me rappelle également cette citation-là qui me revient à l'esprit, qui consiste à dire que la meilleure manifestation du pouvoir qui impressionne le plus, c'est la retenue. Et dans tout ce qu'il faisait très souvent, on voyait très bien qu'il était dans la retenue. Et cette retenue, effectivement, lui vaut aussi beaucoup de loges aujourd'hui, mais également même au moment où il intervenait, effectivement, on avait bien besoin de l'avoir en face de soi comme étant un adversaire, en sachant qu'on pouvait discuter au-delà de tous les clivages. Il est établi aujourd'hui qu'il n'était dans aucun parti politique, mais il s'estime également que ce n'est pas un crime d'être dans un parti politique, à partir du moment où on a l'esprit républicain en soi qui nous anime. Et dans ce cadre-là, je pense que nous lui devons beaucoup de respect, nous lui devions à l'époque beaucoup de respect, nous devons également respecter sa mémoire aujourd'hui. C'est
vraiment une très très grande perte. Cette perte-là, malheureusement, j'ai comme l'impression que ça s'enchaîne en ce qui concerne le barreau. On a perdu il y a quelques mois, Maître Sauf, voilà, avec Expliqué également. On a eu des discussions assez fortes sur le plan politique notamment, mais également, voilà, effectivement, mais vous savez, il l'a dit tout à l'heure, quand je vous dis que c'était quelqu'un qui était plein de pondération, effectivement, cette disparition précoce également nous amène à beaucoup de pondération. Parce qu'effectivement, si Maître Kenyé se retient aujourd'hui, c'est retenu, peut-être par prémonition de faire des critiques le concernant. J'ai entendu un certain nombre de critiques qu'il faisait sur la toile en disant, mais il est où? Aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens qui sont aventurés à ce genre de critiques-là ont bien tort, ont eu bien tort. S'il avait été en ses capacités physiques de pouvoir faire quoi que ce soit, je crois au moins qu'il aurait fait entendre la voix du barreau. Mais la vie nous enseigne à beaucoup de retenue. D'accord. Alors, chers messieurs, avant que nous embrayions sur le premier fait inscrit à l'ordre du jour, j'aimerais que nous parlassions un tout petit peu des autres faits traités par la presse locale tout au long de la semaine. En premier, la résolution du Conseil électoral de l'ECAM portant rejet des listes des candidats par catégorie. Pour ce qui est de la catégorie des représentants du commandement traditionnel, 9 listes présentées par les chefs de premier, deuxième et troisième degré dans les régions du sud-ouest, nord-ouest, ouest et extrême nord, voire Adamawa, ont été rejetés. Quelques motifs: non-respect de la composante sociologique, et puis également défaut d'acte d'homologation. Alors, Maître Fabrice Kenyé, de but en blanc, Fabien Kenyé, de but en blanc, qu'est-ce que cela vous inspire? Je me serais tué sur cette question-là. Mais ce serait manquer du respect aux téléspectateurs, malheureusement. Pour le respect que je leur dois, j'ai de la peine à parler de cette élection-là parce que pour avoir dit que nous n'irons pas là-bas, nous avons été torturés, massacrés, et beaucoup parmi nous se retrouvent aujourd'hui en prison après qu'on nous a imposé de chanter Paul Biya. Oui, dans l'esprit de la pensée unique du recul démocratique dont Honorable Motte incarne le détenteur. Vous représentez le parti État RDPC. Quand vous évoquez le nord-ouest là, c'est comme si je suis en train d'être brûlé à vif, Narcisse. Il faudrait peut-être qu'on cesse de faire du théâtre. C'est seulement que ce soit au niveau de la justice, de l'administration ou de tout autre lieu de la vie publique. Peut-il y avoir d'élections dans le nord-ouest, dans le NOSO, nord-ouest, sud-ouest aujourd'hui? La politique, c'est un jeu. Il faudrait bien qu'on se rende compte que dans ce jeu de damier, ce sont les êtres humains qui sont des pions. Les êtres humains des pions, c'est-à-dire ils ne sont pas faits en marbre. Pour dire, quand je prends la parole dans ce contexte-là, j'ai de la peine, mon cœur saigne. Qui peut être candidat aujourd'hui dans le NOSO? Les élections peuvent-elles y avoir lieu? C'est dans une impossibilité absolue. Il faut que cette imposture-là cesse, que nous essayons pour dire, vraiment, nous sommes tous Camerounais. Si nous voulons organiser les élections, n'est-ce pas? Quand nous parlions même quand on en vient même par extrapolation, nous parlons du système électoral. Le collège électoral, en ce qui concerne les régionales, ce sont les chefs traditionnels et les conseillers municipaux. Est-ce qu'il peut me certifier aujourd'hui que depuis pratiquement 2016, cette zone-là a des représentants de quelque manière que ce soit sur le plan des collectivités territoriales, n'est-ce pas, sur le plan des élections municipales. Malgré tout, l'État force. On voudrait qu'est-ce qu'on veut nous inventer comme mode opératoire en ce qui concerne la gestion publique? Parce que voyez-vous, sur le contraire de mon confrère, Maître le juge, ce texte de loi qui permettent qu'on en vienne à l'élection des conseillers régionaux, n'est-ce pas? C'est des textes qui permettent à la population de participer à la gestion de la chose publique. Quand cela devient impossible, et que l'État, malgré tout, je suis très modéré,
Parce qu'il n'arrive pas à mettre des parties de la mort de Maître Tchakoun Tepatié. C'est par ces textes de loi-là qui permettent que la population, de quelque manière que ce soit, participe à la gestion de la chose publique. Quand ça devient impossible, et que la justice martèle qu'elle a un contentieux relativement à ces actions-là qui ne peuvent pas avoir lieu, finalement, on est dans quelle planète? D'accord, c'est compris. En ce qui concerne maintenant la catégorie des délégués du département, 11 listes présentées par 4 partis politiques et 2 candidats non investis ont été rejetés à l'unanimité comme motif, entre autres, défaut de qualité de signature, de l'investiture, absence de cautionnement, liste incomplète, composants sociologiques non déterminés. Maître Achille Ledieu, on peut certainement en faire une lecture. Oui, justement. Nous pensons tout simplement au SDF qu'une fois de plus, le RDPC continue à paître, n'est-ce pas, dans cette prairie de l'arrogance, de la condescendance et reste autiste, véritablement. Parce que, voyez-vous, tout démontre tout simplement qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas prêt à aller à ces élections régionales. Rien ne sert de courir. Mon confrère aîné, Maître Fabien Kenyé, vous a dit que dans le Nord-Ouest, il est impossible qu'aujourd'hui quelqu'un vous dise avec certitude que l'on peut y organiser les élections. C'est une lapalissade. Ce qu'il dit, c'est une vérité polichinelle. C'est vrai. Regardez ce qui m'a aussi un peu chagriné, c'est le verdict des recours en annulation de la Chambre administrative de la Cour suprême. Voyez-vous, le 25 février 2020, le Conseil constitutionnel, qui est une institution non rattachée à un ordre judiciaire, mais qui, sur le plan juridique, a la vérité, a une vérité juridique qui doit être même suivie par la Chambre administrative. Voyez-vous, le 25 février 2020, ce Conseil constitutionnel a dit qu'il annulait les élections législatives dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, notamment dans 10 circonscriptions du Nord-Ouest et bien sûr une circonscription dans le Sud-Ouest, le Lébialem, pour les irrégularités constatées. En clair, le Conseil constitutionnel disait à l'effet que les élections du 9 février, scrutin couplé bien sûr, ont été organisées de façon irrégulière dans ces zones. Alors, se sont déroulées de façon irrégulière. Se sont déroulées. Je vous en prie. Comme vous voulez. Alors, prenez ça comme vous voulez. Je déroule tout simplement en disant que si les élections sont couplées, législatives et municipales, ça veut dire que tout ça s'est passé dans les mêmes conditions. Par conséquent, ce qui est vrai pour les législatives l'est également pour les municipales. On ne comprend pas comment le juge constitutionnel dit qu'il n'y a pas eu élection, ou alors les élections sont passées dans des conditions irrégulières. Par conséquent, il faut recommencer les législatives, et aux municipales, on vous dit recevable mais non fondé, alors que le SDF avait développé la même argumentation qui était celle de dire au juge constitutionnel, ben voilà, et les CAM avaient violé la loi électorale en déplaçant les bureaux de vote dans les lieux qui n'étaient pas connus par la population. Et effectivement, les CAM en défense disaient que c'était pour sécuriser la population, et le juge constitutionnel a dit que cet argument en défense ne tenait pas. Alors, vous voyez que quand vous regardez encore le décret appelant, à l'organisation des élections régionales, parce que je suis venu avec un décret, malheureusement c'est le décret qui, dispatche les représentants dans les délégués départementaux. Vous allez vous rendre compte que le décret convoque les régionales dans les 10 régions du pays. Donc on va comme ça à la mise sur pied des conseils régionaux dans les 10 régions du pays. C'est faux. Et c'est attaquable parce que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est très important, n'ont pas de conseils régionaux. Lisez les textes, et tout à l'heure je pourrais revenir là-dessus pour la lanterne des téléspectateurs. Donc ça ne sert à rien de courir. La House of Chiefs, elle n'existe pas. C'est-à-dire la chambre, elle n'existe pas puisque tous les chefs
Tous les représentants du commandement traditionnel dans le nord-ouest et sud-ouest sont pas là-bas, ils sont hors du... Donc, vous comprenez que compris, voilà le RDPC qui veut un contenant sans contenu. Le contenu, c'est la House of Chiefs qui n'existe pas là-bas. Il était bon ton, c'est compris. Et Denis Kwebo, au total, 111 listes ont été retenues pour la catégorie des représentants du commandement traditionnel et 106 listes présentées par 16 partis politiques dans la catégorie des délégués de département sont autorisés à compétir le 6 décembre prochain. Alors peut-on dire à la suite de cette résolution que la marche vers les élections régionales est sur une bonne trajectoire? Votre question me permet au moins de dire un mot sur ce que les avocats viennent de dire. Vous savez que le SDF et le MRC ne s'entendent généralement pas sur le plan politique. Et comme il y a eu, comme la déformation professionnelle a emporté sur le reste, on a un argumentaire juridique qui, en réalité, récuse tous les fondements de droit liés à l'organisation de l'élection régionale. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un des tribunaux, j'aime mes amis, c'est que les avocats, et leur raisonnement est contraire au raisonnement journalistique. Parce que nous mettons en avant la matière factuelle et ils retournent la matière factuelle. Et Maître vient de dire que un tribunal ou alors une instance qui devait rendre une décision devait aller emprunter aux éléments que l'autre instance a utilisés. Il voulait que la Chambre administrative de la Cour suprême aille utiliser les arguments du Conseil constitutionnel. Pas ces arguments. Non, le constat qu'il a fait. Oui, même le constat. Oui. Bon, je ne sais pas comment est-ce que ça se fait en droit si on demande au TGI d'aller utiliser et d'aller se référer à ce que le TPI aurait fait. Je dis que ça jurisprudence. Non, c'est pas ça. Non, mais une question de... Non. Non, je vais vous répondre tout à l'heure. C'est jurisprudence. Non, c'est pas ce qu'on appelle jurisprudence. C'est soit la jurisprudence, soit le précédent. Je viens mettre. Il dit que heureusement que ce n'est pas cela la jurisprudence. La jurisprudence du Conseil constitutionnel ne peut pas être la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour suprême. Si tel était le cas, vous auriez effectué de tels recours une fois devant la Cour constitutionnelle, puisqu'elle peut dire le droit à la place de l'autre. Je viens, non, ce n'était pas une contradiction en tant que... Je peux dire que moi, je n'ai pas bien compris ce que vous expliquez. En tant que journaliste, parce que vous voyez que les contradictions ici aident seulement à la compréhension et rien d'autre. Celui qui est au quartier doit savoir que une élection a ses règles et que quelle que soit votre qualité, que vous soyez avocat, étudiant, journaliste, député, vous utilisez les éléments tirés des règles du jeu. Il n'y a pas la possibilité d'invoquer des éléments en dehors des règles du jeu. Alors, est-ce que les règles du jeu permettent aujourd'hui que les élections s'organisent sur l'ensemble des 10 régions? Oui. Les règles du jeu le permettent. Si les règles du jeu ne le permettent pas, il faut que tous ceux qui prennent la parole indiquent quel est l'article du code électoral qui rend impossible la tenue d'élections à temps. Si on invoque les faits liés aux élections de février, ça, c'est ce que les politiciens appellent le dilatoire ou la propagande servile. Donc, et comme je disais, le fait que on ait rendu public la liste les listes qui seront en compétition, en rejetant d'autres, montre bien que la machine est en marche pour que le 6 décembre, l'élection se tienne. Parce que quelqu'un qui nous écoute peut penser que, bon, compte tenu de tout ce qui a été dit là, on voit que l'élection ne va pas se dire. Et rien, bon, et Maître, par exemple, il invoque d'autres arguments, il dit que c'est attaquable. Si c'est attaquable, moi, journaliste, j'attends que ce soit attaqué. Si c'est attaqué, nous allons suivre, n'est-ce pas, la procédure et voir quel est le verdict de l'organe compétent. Donc, il faut que les Camerounais, qu'ils soient personnels politiques ou personnels de la société civile ou les simples populations, il faut qu'on s'arrange désormais à mettre sur la table de débat les éléments liés aux règles. Donc, si tout ce qui n'est pas contre les règles du jeu est acceptable. Si les règles du jeu sont mauvaises, et là tout le monde pense que les règles du jeu sont mauvaises, il faut attaquer les règles du jeu. Ça permet une meilleure compréhension. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui empêche
qui empêche au scrutin de se tenir le 6 décembre. Et d'ailleurs, s'il y avait même violation des éléments de droit, il y a des instances compétentes où, n'est-ce pas, ceux qui ont subi un préjudice peuvent mieux se pouvoir. Ça me dit vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez la parole tout à l'heure. Si vous le permettez. Non, évitons le ping-pong. Ce n'est pas le sujet qui est inscrit à l'heure du jour. Envie de répondre à monsieur. Oui, tout à l'heure. Ça me mote, vu l'obésité de la liste des candidats du RDPC, j'imagine qu'on peut se gargariser d'une victoire éclatante le 6 décembre prochain. L'obésité, c'est une déformation physique. Je voulais qu'on s'accorde là. Non, se comprend au sens figuré. Non. C'est une métaphore, si vous voulez. Elle n'est pas appropriée. Même c'est une métaphore. J'ai dit tout simplement que l'obésité, c'est une déformation physique pendant notamment des êtres humains. Quand on est majoritaire. On se comprend. Attendez, la majorité de la. On se comprend. Attendez, mais on se comprend. Je voulais qu'on se comprenne de manière définitive. Ok, d'accord. Une majorité n'est pas une déformation sur le plan démocratique. Il peut être une majorité écrasante, mais quand vous parlez de ce thème d'obésité-là, je suis un peu heurté. Mais en même temps également, je vais être rassuré, enfin j'ai été rassuré tout à l'heure, les avocats sont des gens très coriaces. Je tire de cet enseignement aujourd'hui par rapport à ce que les propos qui ont été tenus tout à l'heure, que lorsque vous avez affaire à un avocat, assumez-le très bien parce que sinon, il récupère très vite. Nous voilà sortis d'une période de recueillement par rapport à une perte immense que nous devons avoir, que nous venons d'avoir à la suite de la disparition du bâtonnier de l'ordre. Et ils sortent là avec des gourdins pour pouvoir asséner des coups qui ne sont pas, à mon sens, justifiés en l'espèce. Parce que, comme Denis, comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous sommes dans une république, il y a des règles républicaines qui fonctionnent. Je n'admets pas que les avocats qui sont sur le plateau contribuer à la manipulation des esprits. Vous êtes là également pour éduquer, pour faire en sorte que la loi puisse être lisible de tout le monde. Et que, effectivement, lorsqu'il y a une bonne décision qui a été rendue, personne n'a osé dire tout à l'heure que dans tout ce qu'il y a eu comme annulation, la main de RDPC est derrière, je me sens suffisamment grandi par rapport à cela. Et donc, quand il y a des institutions qui fonctionnent, effectivement, il faut saluer les institutions qui fonctionnent, mais ne faisons pas en sorte que la règle de droit ne peut être droit qu'à partir du moment où elle nous rend justice. Je veux dire, elle nous favorise, parce que rendre justice également, c'est une autre chose. Quand nous allons effectivement voir la justice, c'est pour que la justice soit rendue. Quand on dit que justice puisse être rendue, cela ne veut pas dire que j'aurai nécessairement gain de cause. Bien entendu, si on a le droit avec soi, on aura certainement gain de cause, mais quand on n'a pas également ce droit avec soi-là, il faut admettre qu'on ne l'a pas. Parce que, en plus, quand il parle d'un certain nombre d'éléments qui, à mon sens, ce sont des éléments de droit d'ailleurs sur lesquels on devait avoir des enseignements d'eux, je suis tout à fait étonné. Le simple fait que le Conseil constitutionnel ait annulé, le déroulé, il n'a pas voulu prononcer le thème tout à l'heure, le déroulement du processus a été entaché d'irrégularité, ce n'est pas le principe même de l'organisation qui a été remis en cause par le Conseil constitutionnel. Il dit que le Conseil constitutionnel tout simplement dit, dans la phase du vote, il y a un certain nombre d'irrégularités qui ont été commises qui fait que ce vote-là puisse être repris. Et il a été repris dans les mêmes conditions. Et effectivement, on n'a pas concerné des irrégularités. Parce que là également, ils voulaient sortir tout à l'heure nous faisant leurs fameuses règles de droit en disant il y a jurisprudence, bien entendu. La jurisprudence, je la reconnais parfaitement. La règle du précédent également, quand on se reprend du côté des anglophones, je la reconnais. Mais il faut qu'elle soit appliquée dans les mêmes matières. Vous ne pouvez pas dire, dans le cas d'espèce, il s'agit de dérouler, qui a été remis en cause, ce n'est pas le principe même d'organiser. De même que quand ils vous disent qu'il y a des procédures aujourd'hui qui sont pendant à la Cour suprême et qui pourraient en même temps, qui pourraient avoir pour conséquence l'annulation d'un certain nombre de conseils municipaux tels qu'ils ont été conçus tout à l'heure. Très bien, ils ont parfaitement raison. Mais Maître Kenyé, est-ce que ces recours-là sont suspensifs? Non. Et c'est vous qui devez me renseigner dans le cas d'espèce en disant qu'il y a des décisions de droit, des décisions de justice qui sont dans un cadre suspensif, dans d'autres cas ne peuvent pas être suspensifs. D'accord. Et être à cheval par rapport au respect des règles de droit, c'est le minimum que l'on puisse demander à un état de droit. Et c'est pas parce que la décision ne nous est pas favorable que c'est du mauvais droit. C'est pas parce que la décision nous est favorable que nécessairement c'est là où c'est du bon droit. Les règles républicaines sont ainsi faites. Elles doivent être appliquées et appliquées à la lettre et dans leur esprit. Et bienvenue à Bama, à la suite donc des argumentaires déroulés sur ce plateau. J'ai bien envie de vous demander quelle analyse faites-vous des résolutions qui découlent de la session de plein droit du Conseil électoral tenu le 2 octobre 2020 dernier? Bon, je constate déjà que la machine a été lancée, comme l'a dit un panéliste tout à l'heure. C'est-à-dire que, vous savez, l'élection régionale est l'aboutissement de tout ce qu'on a fait précédemment. Et à mon avis, c'est insensé de s'imaginer qu'on peut avoir traversé toutes les étapes précédentes
et ne pas franchir celle-là pour une raison ou pour une autre. Et j'ai noté tout à l'heure une question que Maître Kenya a posée. Il dit, peut-il avoir des élections dans le Nozo? Bon, c'est embarrassant. Vous voyez, on ne peut pas ne pas faire les élections dans cette zone. Ne pas faire les élections là-bas signifierait donner, accepter que ceux qui ont pris les armes contre la République ont eu bien de cause. Et je tiens à rappeler que le Cameroun n'est pas une île. On peut citer une dizaine de pays au monde. La relève de Kwebo est assurée. Où il y a eu des élections en pleine guerre. D'accord? Donc, qu'on ne nous fasse pas croire que des gens vont prendre des armes. C'est vrai, les raisons pour lesquelles ils ont pris des armes peuvent être compréhensibles. Mais qu'on ne dise pas que des gens peuvent prendre des armes contre la République un matin et la République s'arrête de fonctionner parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Non. Il faut qu'il y ait des élections là-bas. Quel que soit le contexte, il faut qu'il y ait des élections, ça rassure. Vous voyez, la rentrée scolaire, c'est demain. On va en parler tout à l'heure. Moi, j'ai vu quelques reportages où des populations elles-mêmes prennent le problème à bras le corps. Elles disent non, il faut qu'il y ait école, il faut qu'il y ait si les gens. On a vu comment les gens nettoient partout. Vous voyez, comment est-ce que la République va fonctionner sur certains aspects et pas sur d'autres? Non. L'élection régionale, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a commencé. Et on regrette simplement que les choses ne soient pas allées plus vite. Parce que la décentralisation a fait quand même quelques années. On aurait aimé que les choses aillent plus vite. Elles sont là, nous sommes obligés d'y aller. Quand j'entends les politiciens parler, je me dis, bon, j'essaie d'analyser les chances des uns des autres s'ils avaient été là-bas. Hein. Par exemple, si le SDF y avait été, ça aurait donné quoi? Bon, je ne vais pas répondre. Si le MLC y avait été, ça aurait donné quoi? Peut-être c'est en fonction de leur chance ou pas que certains tiennent un certain nombre de positions. Ça, c'est de la politique, on comprend. Mais pour l'intérêt de la République, il faut que les élections se tiennent. Et c'est une bonne chose que la machine a été lancée. Et puis, le rejet de certaines listes, l'acceptation de ça montre que le travail a été fait. On a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, vous avez lu les motifs tout à l'heure. La République doit continuer à marcher. Tout à fait. Pour sortir, on va signaler, cher monsieur, que tout n'est pas perdu pour les récalés. Ils ont la possibilité d'émettre des contestations ou réclamations sur simple requête dans un délai maximum de 5 jours suivant la publication des listes de candidats. Autre sujet qui aura intéressé la presse, c'est celle qu'elle a qualifiée d'assignation à résidence de Maurice Kamto. Très rapidement. Je vais commencer par vous, Maître Fabien. Alors, professeur Maurice Kamto, est-il vraiment assigné à résidence? Narcisse, je vais vous dire d'emblée que nous avons reculé de peut-être 60 ans en matière de droits de l'homme. J'ai suivi une télévision où on parlait plutôt de droits de l'être humain. Parce que voyez-vous, le Cameroun est devenu un pays atypique, un État voyou. Je l'assume quand je dis que le Cameroun est devenu État voyou. Quand je dis État voyou, c'est à travers nos gouvernements, nos gouvernants. Je vais m'expliquer pourquoi. Comment pouvez-vous imaginer jusqu'à présent, nous sommes sur un plateau de télévision, c'est-à-dire des journalistes. Je ne suis pas expert en journalisme, mais vous lisez mieux que nous. Nous ne connaissons que les textes. Jusqu'à présent, est-ce qu'on vous a donné un seul titre ou un certain acte juridique qui permet que son excellence le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, j'ai toujours l'habitude de le marteler, quoi qu'on fasse, c'est lui qui a été élu comme président du Cameroun. C'est vous qui le dites ou alors c'est le Conseil constitutionnel? Je le dis, c'est moi qui l'ai dit, je l'assume. Et je crois que je suis en accord avec le peuple. Dites-moi, j'ai dit vous êtes journaliste. Jusqu'à présent, est-ce que vous êtes mieux informé que moi? Est-ce que vous avez déjà eu vent de ce qu'il y aurait un titre de quelque nature que ce soit, titre administratif, judiciaire ou juridique, qui permet en sorte que son excellence brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, soit embastillé avec une armée composée des hommes et du matériel que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs au Cameroun, en dehors de tous les gens du Cameroun, parce que voyez-vous, le lundi, je vous en fais témoignage, j'y suis allé sur autorisation du secrétaire d'État à la Défense et du directeur général à la Sûreté nationale. Il a fallu que nous passions par là après 8 jours qu'un être humain soit enfermé chez lui sans possibilité de se nourrir, sans possibilité d'acheter quelques médicaments que ce soit. Où allons-nous avec cette histoire? Ça devrait pourtant cesser.
Cela dit, il faut que les Camerounais le sachent. Ça va arriver à tout le monde demain. Il ne vous échappe pas que nous avons aujourd'hui presque tout un gouvernement de la République du Cameroun en prison. Taisons-le querelle, nous ne sommes que des êtres humains. N'est-ce pas? La justice camerounaise est incarnée par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est une aberration. Parce que les magistrats tiennent leur pouvoir, n'est-ce pas, monsieur le juge, du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons à côté la Constitution qui dit que c'est le président de la Cour suprême qui incarne le pouvoir ou l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous avons le garde des Sceaux. Est-ce que dans ce cadre-là, dans le cadre de ces atermoiements juridiques, parce que je ne sais pas comment qualifier, vous avez déjà entendu la voix de ces trois personnalités. Cependant, à côté, on a mis une justice parallèle, qui est dirigée par une justice parallèle, qui est dirigée par le secrétaire d'État à la Défense et le secrétaire général à la Sécurité nationale. Ce sont ces gens qui ont pris sur eux, n'est-ce pas, d'instruire des procédures judiciaires contre des Camerounais et les amener à l'échafaud. Il faut que nous continuions ainsi et nous verrons où cela va nous mener. La justice n'existe plus au Cameroun. Donc, pour le cas de Maurice Kamto, il faut le dire et le marteler, c'est indigne d'un État. Les gouvernements camerounais ont rendu ce pays un État voyou en procédant ainsi. D'accord. Et que cela cesse. Parce que voyez-vous, la souveraineté du peuple, vous êtes comme ça, tel que vous êtes là, monsieur Nassis, excusez-moi. Vous avez une portion individuelle, la souveraineté nationale. Moi, j'en ai une portion. Nous composons tous l'État. C'est cette portion-là, mise ensemble, qui constitue ce qu'on appelle souveraineté. Monsieur Paul Biya n'a pas la souveraineté du Cameroun, il est une entité du Cameroun de cette souveraineté-là. D'accord, c'est compris. D'accord, c'est compris. Et bienvenue Bama, le quotidien Émergence indique dans sa récente publication que Maurice Kamto est jusqu'à ce jour reclus dans son domicile encerclé par les forces de sécurité. Quelle lecture en faites-vous? C'est la presse qui le dit, c'est pas moi. Ok, merci. Bon, moi, j'aurais aimé que juridiquement le statut actuel du président du MRC soit précisé. Voyez? Donc, la situation qu'on vit fait que chacun peut dire n'importe quoi. Vous avez entendu ce que Maître Fabien Kigné dit. Donc, chacun est libre de faire l'analyse qu'il fait selon le camp, selon les intérêts qui sont les siens. Mais j'aurais aimé que Maître ne se comporte pas comme si on parlait de quelqu'un qu'on a innocemment pris quelque part et qu'on a innocemment embrassé. Bref, quelqu'un qui n'a rien fait. Et pour comprendre le contexte, j'aurais également aimé que eux qui sont des juristes, qui nous rappellent un peu la loi de 90, parce qu'ils aiment citer la loi de 90 sur les réunions et manifestations publiques, mais ils ne la citent qu'en partie. Vous voyez, quand ils lisent cette loi de manière intégrale, et qu'ils l'enseignent même à leurs militants. Voilà. Vraiment, c'est-à-dire que les uns et les autres se demanderaient même, mais pourquoi il est seulement assigné à résidence, s'il est vrai que c'est une assignation à résidence. Vous voyez, on vous dit que si vous avez une manifestation à faire sur la voie publique, voilà ce qu'il faut faire, de requérir l'autorisation d'une autorité administrative. Et les gens se comportent comme si il suffisait d'aller dire au sous-préfet que je vais marcher pour que la marche ait lieu. Or, la même loi, en certains articles que je ne peux pas citer, qu'ils connaissent mieux que moi, précise les conditions et donne le pouvoir au sous-préfet de dire oui, vous pouvez marcher ou alors non. Vous voyez? Et quand l'autorité administrative s'est prononcée et qu'on insiste quand même à vouloir faire ce qu'on a dit qu'on ferait, vraiment, est-ce qu'il est encore nécessaire de venir se plaindre, de dire on ne comprend pas pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Non, moi, mon problème, c'est que ce statut doit être clarifié. Il faut qu'on soit clair sur la situation, mais ne nous comportons pas comme si le professeur Maurice Kamto était assigné à résidence pour rien. Et je vous dis, vous avez lu ce qui se dit et sur les réseaux sociaux et ce que la presse, ce qu'on balance partout, il était question de faire une révolution. Vous voyez, quand vous venez organiser une marche où vous dites que je demande que telle parte, d'accord? C'est comme une déclaration de guerre. Autant vous êtes libre, selon moi, autant vous êtes libre d'aller dans la rue, faire votre démonstration de force, parce que la politique, c'est le rapport de force. D'accord? Autant vous êtes libre d'aller dans la rue, faire votre démonstration de force, autant celui contre lequel vous agissez est libre d'activer ce qu'il a en main pour vous contrer. Et je pense que jusqu'ici, c'est ce que nous avons fait. Si les Camerounais étaient allés massivement dans la rue et que le MSC avait fait sa démonstration de force, je suis sûr qu'actuellement, là, on parlerait comme au Mali.
Vous voyez? Donc on ne peut pas arriver dans une situation où vous avez essayé un bras de fer. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'était un bras de fer contre peut-être un bras de bois. Vous voyez? Et c'est quand ça casse qu'on se met à se plaindre, on pleurniche, on se dit non. Quand vous dites que vous êtes des révolutionnaires, vous devez assumer. Toute révolution a un prix. Vous voyez? Et moi, je suis d'accord dans la perspective du jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un leader politique camerounais pensera qu'il a le peuple derrière lui et qu'à partir de là, il peut infléchir les actes de l'ordre gouvernant, moi, je serais d'accord avec lui. Hein. Mais qu'il sache que là où il va, il y a un prix. Celui contre lequel il s'attaque est obligé de se défendre. Et il se défend avec les éléments de droit. Vous voyez, les éléments, le droit camerounais donne la possibilité à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, j'aurais simplement aimé que tout cela soit plus clair, qu'on nous dise est-ce qu'il est arrêté, est-ce que... D'accord. Maître Achille Dio, au sujet de ce que la nouvelle expression du 29 septembre 2020 a qualifié de séquestration de Kamto, l'honorable Michel Ninche condamne cela. Pour votre camarade de parti, il s'agit de la barbarie. Par conséquent, il exige que le président du MRC et ses centaines d'autres personnes interpellées dans le cadre des marches dites pacifiques du 22 septembre 2020 soient immédiatement libérées. Est-ce que le siège levé autour de la résidence de Maurice Kamto, pour vous, vous êtes de cet avis quand il demande que ce siège-là soit levé? Permettez que je fasse une observation préalable. Après les civilités exprimées relativement à la disparue du bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, les premiers échanges ont tout simplement montré que le casting a été bien fait. Actuellement, tout le monde est d'accord que ces deux opposants contre trois représentants... Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Non, on a trois hommes politiques, un enseignant et un journaliste. Intervenant, le PLEC, monsieur le professeur, dit que ne faisons pas comme si on a arrêté Maurice Kamto pour rien. Sincèrement. Il n'a pas le droit de dire ça. Il a le droit de le dire. C'est son droit le plus important. Moi, j'ai aussi le droit de... Non, je veux l'amener à comprendre. Il a le droit de critiquer. Je veux l'amener à comprendre qu'il aurait pu poser autre question au préalable. Si, oui, c'est votre droit le plus absolu. C'est aussi mon droit d'observer. Oui, allez-y, maître. Alors, je voulais tout simplement dire que si on reproche quelque chose au professeur Maurice Kamto, dites-le lui. Et il y a la loi qui organise comment il doit se défendre. Voilà tout. Donc, si vous vous êtes posé cette question au préalable, vous devez comprendre qu'effectivement, s'il est là-bas, on lui reprocherait quelque chose. Ce qu'il doit dire. S'il vous plaît. Denis. Vous pouvez lui dire ce qu'il doit dire. Maître Le allez-y, continue. Merci, Denis. Au sujet de la sortie de votre camarade de parti. Je veux dire que je souscris sans réserve cette déclaration du président régional, l'honorable Jean-Michel Ninche. C'est la voix du SDF ou bien c'est la voix d'un individu? Le SDF a les instances c'est un parti hiérarchisé, ordonné. La voix du SDF, c'est le NEC. Et entre deux NEC, c'est le chairman, Nidjon Fundi. Le SDF, c'est pas la... Donc ce qu'il a dit, le chairman dira la même chose. Mais attendez que le chairman sorte. Pourquoi vous voulez faire dans ce que je veux dire, que je me prononce sur ce qui n'est pas encore fait? Le chairman, après avoir consulté tout son staff, tout son shadow cabinet, prendra la décision qui sied. On peut se prononcer comme on ne peut pas se prononcer. Mais ce qui est sûr, c'est une question d'actualité d'ordre national. Le SDF l'a déjà dit par sa représentation du littoral que c'est une barbarie, c'est une aberration que l'on soit aujourd'hui assigné à résidence surveillée de cette manière. Nous disons tout simplement que si Maurice Kamto est reprochable, qu'on le lui dise, qu'on lui signifie les motifs pour lesquels on lui reproche X ou Y, et alors le code de procédure pénale, si c'est le pénal, je veux dire la loi dans son ensemble doit donner le canevas de sa défense. Imaginez un temps soit peu, mon cher Nassis, que le régime de Yaoundé, puisque ce sont des gens, vraiment, c'est un régime militaire, il faut le dire, imaginez qu'on décide de ne pas l'approvisionner en eau. Ça fait combien de jours que là, on donne les ordres, la SNEC n'envoie plus de l'eau là-bas? Ça se fait comment?
Quand on vous dit, Maître Fabien Kenyé vous dit qu'il est obligé de passer par des autorisations pour entrer chez lui. Mais, mon cher René Narcisse, avez-vous besoin d'une autorisation quelqu'un d'une autre personnalité ou alors d'un administratif du littoral pour venir chez moi actuellement? Ben non. Donc nous disons que cette assignation, elle est illégale et elle recule l'état de droit que nous battons chaque jour à construire. Car voyez-vous, quand nous sommes sur des plateaux, ce n'est pas en tant que politique simplement. Et même le politique a semblé dire le dernier intervenant, c'est pas que le politique participe à la construction de la conscience nationale. C'est son rôle, il participe. Et quand nous venons sur un plateau de télévision comme celui-ci, moi particulièrement, j'ai une obligation de vérité. Ça, il faut que ce soit clair. Quand je l'ai dit, je veux aussi attirer l'attention du professeur Maurice Kamto, sans être un donneur de leçons ou un moralisateur, pour dire qu'en réalité, lui aussi, en tant que porteur d'un projet de changement, devrait affronter ces hommes-là, ne pas rester seulement chez lui, sortir et leur demander qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous m'en voulez. Et si vous voulez quelque chose, signifiez-moi quelque chose et puis je vais me défendre. D'accord. C'est ce que je pouvais ajouter en guise de, je veux dire complémentairement à cette dénonciation de cette barbarie. Et monsieur, apparemment, c'est que l'enseignant disait tout à l'heure. Non, il l'a pas dit. À moins que vous n'ayez pas compris ce qu'il a dit. Alors, honorable Samuel Motte, au sujet de l'assignation à résidence du leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. S'il vous plaît, maître. La liberté est le principe dans un état de droit, mais il peut y avoir des exceptions fixées par la loi. Ce que je n'ai jamais compris dans la démarche, mais je comprends très bien le jeune professeur Abama. Mais en même temps, la perpétuité que la sienne est un signe d'espoir pour moi. Parce que je me rends bien compte que le jour où Denis Kouébou ne sera pas là, il y aura des gens qui défendront la République. Parce que, oui, mais parce que effectivement, Denis Kouébou défend la République. Il est connu comme tel. Je souhaiterais également qu'il soit reconnu comme tel. Il affirme d'ailleurs. Il affirme. Denis Kouébou défend la République. Ça fait 29 ans que je le fais. Et en écoutant les deux avocats qui sont là, on est encore plus porté vers cette démarche-là. Parce que c'est très inquiétant. Le STV n'est pas regardé au Cameroun. Quand on entend, par exemple, un dirigeant du SDF parler, on se demande, on peut comprendre pourquoi ce parti ça dit qu'ils sont effectivement... Pourquoi on ne peut pas le pouvoir en parlant comme ça? Ça dit qu'effectivement... Est-ce qu'on ne peut pas le pouvoir en parlant comme ça? C'est moi qui avais la parole. C'est moi qui avais la parole. En disant un citoyen, ça c'est clair. S'il vous plaît, Denis Kouébou, vous aurez le droit tout à l'heure. C'est moi qui avais la parole. Mais moi, les masques sont tombés depuis. C'est moi qui avais la parole. S'il vous plaît. C'est-à-dire que... On doit évoluer. C'est moi qui avais la parole. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que Denis Kouébou essaie de souligner, c'est de dire effectivement que les deux avocats, techniciens de droit qui sont sur le plateau, ils sont tellement partisans au point de ne pas avoir un point de vue qui soit proche des règles de droit. Parce que souvent, lorsque vous les avez pris sur ce domaine de liberté, c'est effectivement l'interrogation d'Abama tout à l'heure, c'était de dire effectivement dans quel cadre on l'a arrêté. Et très souvent, effectivement, il le dit à juste titre, quand vous avez commencé à citer les textes de droit, il cite tout ce qui les intéresse, sauf tout ce qui peut être amené à les contredire. Et j'aime à citer, même en 1789, quand on vient de guilloter le roi, période libertaire par excellence, on pense qu'on peut tout faire, on cite l'ensemble des droits auxquels nous avons droit, mais on s'empresse à dire à l'article 4, il y a une limite à cela. Et lorsque vous prenez les différentes constitutions des républiques à travers le monde, vous verrez toujours que chaque fois on vous affirme effectivement que nous sommes libres de faire tout ce que nous avons des droits fondamentaux, nous ne sommes égaux en droit et en devoir. On s'empressera chaque fois à vous dire quelque part, on n'est tout de même pas dans une république où tout peut être permis. Autrement dit, si tout est permis, Narcisse Moto, on a le droit également de vous couper la tête.
Et donc, il y a une limite qui est la loi qui vous dit effectivement, vous pouvez tout faire, sauf par exemple voler. Vous pouvez tout faire, sauf peut-être porter atteinte à la vie de quelqu'un d'autre. Et lorsque vous parcourez dans l'ensemble de ces corpus constitutionnels à travers le monde, il y a toujours ces limites. Je prends par exemple le cas de la Constitution française. Il ne s'embarrasse pas. Et d'ailleurs, nous, très souvent, on nous renvoie à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Non, ce qui signifie chez eux, ce qui atteste de valeur plus forte, c'est cette déclaration de 1789. C'est ça qui figure. Mais à partir du moment où ils l'ont cité en préambule de leur constitution, ils savent très bien qu'il y a une limite à cela. Article 4. De même que lorsque nous, dans notre constitution, dans les préambules que vous connaissez, on s'empresse à dire effectivement qu'il y a ces libertés fondamentales qui sont accordées aux gens, on sait très bien que quelque part également, il y a une limitation qui sera donnée. Et dans le cas effectivement de la loi de 1790, qui n'est pas une loi anticonstitutionnelle, parce qu'autrement dit, on aurait été attaqué depuis, il y a des limites. Vous faites tout simplement une déclaration de manifestation, pas une autorisation, vous ne demandez pas autorisation à qui que ce soit, parce que c'est un droit qui vous est acquis. Vous faites une déclaration, mais dans le cas de cette déclaration-là, on se fera violence de vérifier effectivement si les conditions de votre manifestation sont réunies. Et dans le cas effectivement de cette interrogation-là, on peut effectivement vous accorder de manifester en vous fixant un trajet, par exemple, en modifiant. Et également, on peut dire, on considère que votre déclaration n'est pas de bonne foi, elle n'est pas aussi pacifique que vous le pensez. Et ce caractère pacifique-là, il ne plaide pas pour le MRC aujourd'hui. Le MRC qui en 2018 a déclaré qu'il a gagné une élection alors que c'est effectivement que les données du terrain ne lui sont pas favorables, c'est parce qu'à cette époque, la dynamique révolutionnaire, insurrectionnelle était enclenchée dès lors. On pense effectivement qu'en disant que j'ai gagné, il y aura une différence dans la rue et effectivement on va prendre le pouvoir parce que le pouvoir est dans la rue. La République doit être défendue. C'est pour ça qu'effectivement j'ai tenu à rendre hommage au donné Denis Kourou, même s'il est par ailleurs, il est pourfendu. La République doit être, il faut qu'on sorte également de ce ralent-là parce qu'aujourd'hui c'est le RDPC qui est au pouvoir. Le MRC peut-être demain le SDS, pourquoi pas. Je me dois également de dire effectivement que tout ce qui doit nous protéger, c'est le ressort républicain. Quand on est dans cette démarche-là, on ne peut pas avoir le crédit bonne foi. Et par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration, d'ailleurs, on ne sait même pas très bien dans le cas de quelle sous-préfecture ça a été déposé. Où est-ce qu'on a demandé, comme on a un membre de MRC là, ou dans quelle sous-préfecture ça a été déposé. Donc, il y a cette formalité, si cette formalité déjà préalable de faire une déclaration n'a pas été respectée, il n'y a pas lieu de manifester. Et lorsque, effectivement, vous avez fait la déclaration, vous attendez que l'autorité républicaine à laquelle renvoie la loi puisse se prononcer pour que vous puissiez le faire. Le faire, effectivement, en prenant par ailleurs également ces mots d'ordre-là, marche pacifique, dans le but de créer une démarche insurrectionnelle, c'est tellement dichotomique les deux termes que personne ne vous croira, personne ne vous donnera la possibilité de mettre le Cameroun à feu et à sang. Et quand on dit personne ne vous permettra, c'est dans notre intérêt en tant que citoyen, en disant que si ça s'embrasse, peut-être qu'il y a des gens qui vont laisser les... C'est compris honorable. Denis Kourou pour sortir. Alors, Maurice Kamto constitue-t-il une menace pour la République et que dites-vous de cet appel des ONG à protester contre les arrestations arbitraires? Merci de me poser la question. Tout à l'heure, j'ai parlé de la pondération d'un grand homme qui vient de nous quitter. Et parce qu'on sait aussi beaucoup de choses, même si on évite de parler, j'ai envie de dire ce que les militants politiques de l'opposition ici n'auraient pas voulu entendre. Vous m'avez posé la question sur ce plateau il y a quelques temps sur le MRC et son parcours. Je vous avais dit que la révolution, la réussite ou l'échec de la révolution dépend du niveau de l'infiltration, du niveau d'infiltration de l'appareil révolutionnaire. Je le disais pour expliquer comment est-ce que la plupart des cadres dirigeants du MRC et les cadres dirigeants du SDF sont des agents provocateurs implantés dans ces formations politiques-là pour embastiller leurs leaders. En 2010, je dis qu'on n'est pas amis, mais j'ai souvent discuté avec lui quand il était membre du gouvernement. Et beaucoup de Camerounais connaissent son tempérament.
Et je l'écoute, j'ai tous les discours de Kamto, j'ai toutes les déclarations de Kamto. À aucun moment, je n'ai entendu Maurice Kamto être belliqueux. À aucun moment. Si vous avez un extrait où Maurice Kamto s'attaque à un individu, vous me sortez cela. Il ne l'a jamais fait. Sorti de 2018, ceux qui sont plantés dans son appareil l'ont fait mettre en prison. Si Maître Kenye veut qu'il aille poser la question au procès Kamto, il va vous dire ce que je dis ici maintenant. Et ceux-là l'ont entraîné en prison. Tout le monde sait. Il n'y a que ceux qui n'ont pas Dieu politique pour ça, pour ne pas comprendre qu'on l'a entraîné en prison. Ce n'est pas le pouvoir seulement directement qui l'a entraîné, ce sont les agents du pouvoir autour de M. Kamto qui l'ont fait entrer en prison pour 9 mois. Sorti de là, il y a eu accalmie. Et je vous ai posé la question de savoir qui a lancé les manifestations du 22. Il faut qu'on aille aux origines. Moi, je suis un jeune qui travaille sur les faits. Et je ne suis pas intéressé par les inclinations des gens qui n'ont pas appris la politique. Moi, j'ai appris la politique avant d'être journaliste. Et j'ai appris la politique après avoir commencé le journalisme. C'est un apprentissage. Et on n'a pas honte d'apprendre cela. Un pays où n'importe qui parle parce qu'on lui a dit qu'il a pris la carte d'un parti politique ne peut jamais se transformer. Il ne peut jamais, n'est-ce pas, se reformer. Les transformations sociales se font à travers des hommes aguerris, pas les hommes qui bavardent plus que les autres ou qui ont eu la force. Donc, pour cette circonstance-ci du 22, les mêmes opérations de 2018 se sont répétées et c'est pour ça que Maurice Kamto est pratiquement assigné à résidence. Ce qu'on oublie de dire, c'est que beaucoup de Camerounais sont déjà en prison dans le cadre de cette manifestation. Alors, si Maurice Kamto était le principal donneur d'ordre dans les manifestations du 22, Maurice Kamto aurait été le premier à être déposé, soit à Kondengui, soit à Douala. Et c'est ça qui n'est pas normal. Pourquoi? Non, c'est pas. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est normal ou pas. J'ai dit que si Maurice Kamto était la personne qui aurait provoqué tous les incidents liés au 22, il n'y aurait aucune raison qu'il soit chez lui pendant que les autres sont en prison. Parce qu'il aurait enfreint la loi. Il aurait enfreint la loi. Si Maurice Kamto est chez lui, moi, je crois connaître un peu aussi le droit. S'il est chez lui, c'est parce que les choses qu'on lui reprocherait ne seraient pas d'une certaine flagrance. Auquel cas, on serait entré chez lui. Je n'ai pas appris qu'on a barricadé son domicile. Les gens, moi je l'ai suivi, il s'est exprimé sur une chaîne, ou sur des chaînes, il s'est exprimé. Monsieur Denis Kwebo, permettez que je parle. Permettez. Tout à l'heure, le journaliste a permis qu'on interviewe, vous m'avez interpellé. Allez-y, je vais vous dire si vous le permettez. très rapidement. Nous avons été rencontrés, ce qu'il y a d'État à la défense. Le délégué général de la Sûreté nationale, face à face, il a dit, et je vous le réitère, que le professeur Maurice Kamto, son excellence le professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, quand il dit cela, c'est pas, il ne l'a pas appelé ainsi, Maurice Kamto. Il a dit qu'il a un projet insurrectionnel pour le Cameroun. Insurrectionnel. Lorsque je vous écoute, n'est-ce pas, moi je suis un tout petit peu étonné, ou beaucoup d'autres personnes. J'entends parler de révolution, de rébellion. Avez-vous déjà entendu comme journaliste, de quelque manière que ce soit, le professeur Maurice Kamto ou quelques membres du MLC que ce soit, n'est-ce pas le jeu, parler d'insurrection ou de révolution? Oui, pendant que nous parlons des marches, j'entends les gens dire que les révolutions se préparent, l'insurrection se prépare. Nous ne sommes pas dans un projet insurrectionnel, nous dans un projet de rébellion. Nous avons dit, nous entendons marche. Et les marches sont un droit fondamental que nous sommes obligés de l'eau. Merci. Allons-y. Vous m'avez interpellé, je répondais. Je ne parle pas. Je dis que tout à l'heure, j'ai avec précision dit que j'ai les discours, les déclarations publiques de professeur Kamto. Et que dans ces déclarations publiques, je n'ai pas entendu des matières telles que ce que Maître vient d'évoquer. Moi, je dis que je suis... Et qu'est-ce qu'il fait dans la prison? Maître, on n'est pas ici pour faire le procès de ceux qui... nous devons le faire pour que la population comprenne. Ce n'est pas nous qui devons le faire. La personne vient poser de savoir quel est son statut juridique. C'est ce qu'il a dit. On ne peut pas demander à un journaliste de... Et vous demandez sur quel plan, pour quels hommes. Vous ne répondez pas à la question. Maître, Monsieur Denis Kwebo, j'enseigne Denis. L'interview. Vous ne pouvez pas me dire ce qu'on me dit. C'est mon travail. Répondez à la question qui vous est posée. Je dis que je ne veux pas. C'est mon travail d'enseigner cela. Donc je réponds. Et je ne suis pas un militant politique, politicien. Et je ne vais jamais dire des choses parce que je cherche des likes ou des applaudissements. Moi je mets like. Moi je ne veux pas. J'en raffole. Je parle. Il faut qu'on évolue. Je dis donc que. J'en raffole. Et Maître, c'est pourquoi il m'a interrompu.
Il sait pourquoi il m'a interrompu. Parce qu'il ne voulait pas que j'aille au bout de mon raisonnement. Allez-y, donc, puisque la parole vous est remise. De mon raisonnement. Alors, Moïse Kamto est chez lui. J'ai dit que n'oublions pas qu'il y a des dizaines de militants du MRC qui sont incarcérés depuis le 22. Il ne faut pas qu'on fasse comme si le fait se limite à cette assignation, entre guillemets, si c'est une assignation. Donc, je ne voudrais pas qu'on oublie qu'on a mis des gens en prison. Et si on les a mis en prison, que Moïse Kamto est encore chez lui, il faudrait bien qu'on se pose des questions. Et mon sentiment, c'est que il n'est pas, et quand je parle du niveau d'infiltration, que le MRC a des soi-disant militants, dont l'activité essentielle, c'est la provocation. Et cette provocation laisse penser à des choses extraordinaires, y compris ce que Maître vient de dire lui-même. Il faudrait que peut-être les pouvoirs publics fassent la différence entre les paroles du dirigeant politique et les paroles des gens qui chercheraient peut-être l'asile politique ou qui chercheraient autre chose. C'est peut-être que si on fait cette différence-là, l'attitude ne sera plus la même vis-à-vis du principal leader. On va peut-être poursuivre ce débat après cette émission. Non, s'il vous plaît. Non, on a placé le temps. Il faut revenir là-dessus. On a placé le temps. On va embrayer directement sur le premier sujet qui est à l'ordre du jour. Eric Gando, à toi tu obligé. On a placé le temps. Donc en 45 minutes, voire 50, on va uniquement parler de rentrée scolaire. On est obligé de sucrer le deuxième sujet. C'est vrai que... s'il vous plaît, honorable. On va parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître Fabien. Alors, on prend une petite transition. Lorsqu'on y revient, on embraye donc sur le sujet concernant la rentrée scolaire. Non, moi, j'ai pas pu. Voilà, rentrée scolaire 2020-2021, c'est la veillée d'âme, le triangle éducatif, à savoir enseignants, parents et élèves se bouge pour ne pas rater le coach de cette autre saison marquée par la pandémie du coronavirus. Et du coup, on veut se tourner vers ceux qui ont la charge donc de la dispense de cours aux apprenants sur une période globale de moins 9 mois pour demander est-ce que le corps enseignant est prêt, Monsieur Abama? Oui, je peux répondre. Que le corps enseignant est prêt et je suis sûr que les collègues ne m'en voudront pas. Quand je dis qu'ils sont prêts, c'est pour dire que dans nos esprits, nous sommes préparés à enseigner. D'abord, c'est pour ça qu'on nous appelle enseignants. C'est enseigner de manière permanente. Donc, nous sommes prêts à reprendre le travail dès lundi. Et bien avant, depuis peut-être 3 semaines, même 1 mois, il y a un certain nombre de travaux qui ont commencé dans les différents groupes, les enseignants, pour préparer cette rentrée. Bon, maintenant, dans les différents établissements, on a vu les images qui circulent partout. Les enseignants sont prêts, malgré tout, malgré le contexte extrêmement difficile qui est le leur et que tout le monde connaît. Ils sont prêts à reprendre ce qu'ils savent le mieux faire. Maître Achille Dio, l'année scolaire précédente a été perturbée par le coronavirus. C'est un secret de Polichinelle. Au point où les établissements ont été fermés, les élèves contraints de rester à la maison durant le 3e trimestre. 7 mois après, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Cameroun a maîtrisé cette pandémie-là? Non, même, mon cher Nassi, je crois que actuellement, quand vous scrutez les communications gouvernementales relativement à la gestion du Covid, il est tout simplement reconnu que la pandémie n'est pas encore maîtrisée, mais seulement peut-être sa progression ou sa propension. Revenons sur le... Y a-t-il donc un risque à renvoyer les enfants à l'école dès demain? Difficile à répondre par la négative. Je dis bien très difficile à répondre par la négative, car voyez-vous, nous sommes en période de la rentrée scolaire qui coïncide avec la période de la rentrée en vacances. C'est-à-dire ceux qui sont allés en Europe rentrent recommencer le cours, je veux dire reprendre les classes. Et ces retours au pays, on peut avoir un risque élevé d'importation de ce virus. Car voyez-vous, c'est là-bas en Europe qu'on nous dit que
la maladie ne fait que faire, permettez le pléonasme, les victimes. Or, si les autorités camerounaises baissent un peu la garde en ce qui concerne le contrôle des territoires et tout ce que cet arsenal que j'ai vu et que j'avais apprécié pour une fois au sein des aéroports, je pense pour ma part qu'on peut arriver encore à un autre boom de contamination. Et quand vous posez la question, est-ce que on peut aujourd'hui dire que l'on est fin prêt ou alors que les établissements sont faits? Je veux dire, il faut faire le distinguo. Les établissements publics on peut encore répondre par une affirmative. Mais les établissements confessionnels et privés laïcs, je vous dis, descendez sur le terrain. Je suis un homme politique, je fais le terrain. Les privés laïcs surtout ne sont pas à la page relativement aux mesures barrières. Quand on vous dit que par salle de classe, c'est maximum, je crois, 50. Allez dans les établissements privés laïcs. Vous allez vous rendre compte que c'est les établissements qui avaient l'habitude d'avoir 90, 100, 110 par classe. Or, pour le moment, ils ne sont pas prêts, puisque la majorité, c'est des fondateurs commerciaux. Ils ne sont pas prêts à faire ce dégel-là. Je l'ai fait dans Douala 3e, je l'ai fait dans Douala 2e, je dis en parcourant certains établissements, dans Douala 3e, Douala 2e, je dis encore que les différents responsables sectoriels de ces sous-secteurs d'enseignement doivent essayer d'être plus regardants pour que véritablement nos enfants soient à l'abri de nouvelles contaminations. Alors, Maître Fabien Kenyé, le gouvernement, à travers ses ministères de l'enseignement secondaire, éducation de base et de l'enseignement supérieur, en dehors des gestes barrières observés, a instruit un nombre de mesures, à l'exemple du système de mi-temps pour éviter tout risque de contraction et même de contamination. Alors, quelle lecture en faites-vous? Sont là des mesures qui rassurent? Non, si je voulais vous dire, permettez-moi de dire d'emblée, pour une rare fois, Dieu s'est occupé de l'Afrique. Parce que voyez-vous, lorsque la Covid-19 a eu se pointé à l'horizon, je crois que toute la communauté, ce qu'on dit communauté internationale a annoncé l'hécatombe en Afrique. Le Dieu de l'Afrique est donc, parce que je vais vous le dire, je suis transgénériste, je ne crois pas au Dieu de l'Europe, au Dieu de l'Occident, je crois au Dieu de l'Afrique. Pour une fois, disais-je, il s'est occupé de nous. Nous n'avons pas vu l'hécatombe qui avait été annoncée. Pour les mesures en ce qui concerne l'État, vous savez, j'avais été suffisamment critique, n'est-ce pas? Et je demeure dans les mêmes critiques, parce que notre gouvernement ne sait rien faire du tout, ne sait pas s'occuper de sa population. Donc il y a risque à renvoyer les enfants à l'école. Non, je ne dis pas qu'il y a un risque. La fois dernière, lorsque les élèves sont rentrés pour, je crois, être enseignés et composés, moi j'avais dit qu'on les a envoyés à l'échafaud. Vous comprenez? J'ai été démenti sur ce plan parce que rien ne s'est passé. Sur ce plan, je me suis dans le même siège. Nous avons dit par la vérité, je préfère être sur ce plan-là. Le Dieu là a aidé l'Afrique, il a aidé le Cameroun. Je suis convaincu, voyez-vous, est-ce que quand vous allez au marché aujourd'hui, ou est-ce que votre épouse ou tous les Camerounais vont au marché aujourd'hui, vous les voyez avec ces gestes barrières? Ce ne sont que de simples mots aujourd'hui. Moi, je ne voudrais pas inviter les gens à ne pas observer les distanciations prévues par l'État parce qu'on ne sait pas de quoi ce virus est capable. Vous aurez constaté que Donald Trump, par exemple, qui a banalisé cette affaire, a fini par l'attraper. Donc nous, sur ce plan, nous devons respecter ce que les gouvernants, même illégitimes, nous disent. Parce que pour moi, en ce qui me concerne, depuis 1992 tout au moins, ces gouvernants-là n'ont plus la légitimité du pouvoir pour avoir volé le pouvoir Affrondi. Ah oui. Affrondi. Pour avoir volé le pouvoir Affrondi. Et pour avoir opéré un second coup d'État en 2018. En 2011. 2011 d'abord. Parce qu'en 2011, M. Bia, la constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Et il a dû passer par le massacre
de pratiquement 200 Camerounais pour faire sauter le verrou. Bon, c'était pas ça le sujet. Quand vous dites que notre président était complice, n'est-ce pas? J'ai envie de vous dire merci parce que Tom est tellement puissant qu'il peut à lui tout seul faire l'Assemblée nationale du Cameroun. Parlons du système de mi-temps que le gouvernement instruit. Est-ce que pour vous, c'est une bonne mesure? Ça rassure? Si ça rentre dans le cadre de la Covid-19, moi je dis je ne suis pas un expert en cette affaire. Pour ce qui me concerne comme parent, je souhaiterais tout simplement que les enfants aillent à l'école sans courir aucun risque que ce soit. On a ça même la rentrée scolaire 2020-2021 est annoncée pour demain 5 octobre 2020, alors que les enseignants qui ont été sollicités dans le cadre de l'examen du probatoire traduisent une sorte d'indignation depuis quelques jours jusqu'ici n'ont pas été payés. Alors, est-ce que cela ne risque pas, comment avait dit ça, de perturber cette rentrée scolaire? On risque de ne pas avoir des enseignants. Ils seront payés parce que je crois que l'État répond à ses devoirs. S'ils n'ont pas été payés, il faut voir effectivement les conditions pour lesquelles il y a un certain retard. Mais je veux dire, je ne vois pas très bien la relation entre le Covid et les retards de paiement des fonctionnaires et puis l'examen qui se déroule. Il y a un rapport. Non. Vous en trouvez. Vous me donnez un mot. S'il vous plaît. Je n'en trouve. Je n'en trouve. Non, tu parleras après, Fabien. Fabien, mais quand il dit effectivement l'État payera, l'État a toujours su assumer ses responsabilités. De la même façon, vous voyez très bien ce que Maître Kenye dit. Dieu a été avec nous pour une fois. Je me rappelle que les plateaux, lorsque au mois de mars notamment, lorsqu'on était à la peine à pouvoir expliquer que les mesures que l'État préconisait à ce moment-là, sous réserve d'un certain nombre de choses, pour avoir cette efficacité qui a fait que cette pandémie-là, on l'a plus ou moins traversée avec moins de casse. Aujourd'hui, que les résultats sont là, parce qu'ils vous disaient effectivement, si on ne fait pas de confinement total, je veux dire, c'est la catastrophe. Et le gouvernement a pris une solution plus modérée qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu 400 âmes, autour de 400 personnes, mais aujourd'hui, c'est une fierté, il faut la souligner. Là également, écoutez-moi très bien, là également, on s'achemine vers une rentrée scolaire pour laquelle il y a un certain nombre de mesures qui sont à expérimenter. On laissera le soin nécessaire de pouvoir faire en sorte qu'on puisse expérimenter. Tout le n'est pas de dire, comme disait tout à l'heure Maître Léger en disant, il y a un secteur qui n'est pas prêt. Ils doivent être prêts par rapport aux normes qui leur sont demandées. Après maintenant, le gouvernement fonctionne également tout en intelligence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont préconisées aujourd'hui. Si à l'évaluation, je ne sais pas, mois ou deux ou trois semaines après, on voit effectivement que ça ne marche pas, on varie. C'est comme ça qu'une organisation intelligente fonctionne. Quand je vous dis effectivement, je voudrais insister là-dessus, dans le cadre d'un débat, dans le cadre d'un fonctionnement d'une république, ce que nous apportons tout simplement un certain nombre d'avis dans le champ des possibilités possibles. Et on laissera la personne qui est en situation de gouverner à ce moment-là de choisir parmi ces champs de possibilités ce qu'il a envie de faire. Et on attendra le temps nécessaire qu'il ait fait quelque chose pour pouvoir dire effectivement à un moment donné on évalue. Tant qu'on n'a pas fait cette évaluation-là, soyons un peu mesurés, soyons un peu, je veux dire à la limite léger, à écouter au moins ce qu'on nous dit en face. Parce que cette histoire-là, penser qu'il y a quelqu'un dans un milieu qui aurait une science infuse, ou alors qu'il aurait des vérités révélées, ça ne me semble pas républicain, tout ça, ça ne me semble même pas d'une intelligence. Maintenant, tout à l'heure, vous m'avez coupé la parole, vous n'avez pas voulu me la donner quand Maître Kenya a fini de débiter un certain nombre de choses qui sont en milieu de la réalité. Je voudrais que vous me donniez 2 secondes. Vous la remettez en arrière? Non, on continue. On est en train de continuer. Parce que Maître Léger ne peut pas dire... Je vous donne 30 secondes. 30 secondes. Pardon, pas Maître Léger. Je vous donne 30 secondes. Maître Kenya Fabien dit, donnez-moi un seul exemple où un membre de MSA a incité à des actes révolutionnaires. Donnez-moi 2 minutes. Oui. Non, 30 secondes, pas 2 minutes. Bon. Une force puissante s'est levée le 22 septembre. Elle doit continuer sa course jusqu'à l'atteinte du but qu'elle poursuit, faute de quoi les marches pacifiques se poursuivront pour appeler au départ du pouvoir. Les marches pacifiques. Attendez, c'est pas fini. Oui. On continue. Attendez, là c'est le 23. Maurice Kamto. D'accord. Maurice Kamto. Oui. Le 18 août, le peuple camerounais devait suivre l'exemple malien. Bon Dieu. L'exemple malien. Il est chez lui, maître. Attendez, l'exemple malien quoi? La révolution a fait que le président a dû céder sa place parce qu'effectivement il a été bousculé. On a marché au Mali. Très bien, je vais continuer. Non, je vais continuer. Sur le plan de la forme, moi, je ne veux pas continuer. Allons-y rapidement. Il vous reste 15 secondes. Dans un journal, dans
je veux dire, une émission qui se passe également sur Internet, 7 minutes pour convaincre. Hein? Maître Ndok qui déclare, je suis très flatté de voir ce qui s'est passé au Burkina Faso. Là également, ça a été une révolution. Je suis désolé. La révolution n'est pas seulement contre les gens. Dans le cas également de le plan populaire. Il a suivi très bien. Donc vous êtes révolutionnaire. Vous êtes révolutionnaire. Vous êtes insurrectionnaire. On a suivi. Et vous voulez croire qu'il y a une révolution pacifique. Elle n'existe nulle part. Il n'y a pas une insurrection pacifique. Elle n'existe nulle part. Mais à partir du moment où vous avez une insurrection, c'est une insurrection. Je n'entre pas dans le fond pour savoir s'il a commis un acte ou pas. Je reste dans la forme pour dire tout simplement, à la suite de l'honorable Jean-Michel Nitieux, que cette assignation ne s'explique pas. Pourquoi? Si vous reprochez quelque chose à quelqu'un, faites-le lui savoir suivant les règles de l'art. Allez la signer ne correspond pas à rien. C'est lors d'une interpellation ou alors différent à une convocation qu'on doit savoir ce qui lui est reproché et en ce moment-là, on pourra se prononcer pour ou contre, mais même pour se prononcer, ce sont les instances judiciaires qui devront se prononcer. Pour le moment, puisqu'on ne lui reproche rien, cette assignation dans lesquelles Aboula Ocalan a été arrêté. Tu rentres dans le fond parce que les terroristes sont s'il vous plaît. Tu ne peux pas qualifier les gens de terroristes. S'il vous plaît, le jeu est terminé. S'il vous plaît, avant que vous le poursuiviez. Il y a un sujet qui est inscrit là. Nous sommes au deuxième sujet. Vous êtes en train de perturber les téléspectateurs. Maintenant, quand je vous ai accordé 30 secondes, Honorable, 30 secondes sont terminées. Mais les jeux également, 30 secondes sont terminées. Je vous accorde 30 secondes et puis je donnerai 30 secondes à l'enseignant. Allons-y très rapidement. Honorable, vous avez fait l'étude des posts, des tweets qui n'ont rien du tout révélé. Dois-je vous rappeler qu'aux États-Unis, on a marché la semaine dernière, les Américains ont marché. Oui. Pour que Trump quitte le pouvoir, pour le départ de Trump. Mais est-ce que vous savez qu'à l'heure, ce sera à l'échange de 14... Soyez courtois vis-à-vis des téléspectateurs. Soyez courtois vis-à-vis des téléspectateurs. C'est ça qu'on vous demande. Vous êtes un représentant. Vous avez une certaine souveraineté, n'est-ce pas? Même quand je la caractérise, je dis légitime. Parce que vous n'avez jamais eu d'élection. J'étais disant que vous n'êtes pas sans ignorer que récemment, on a marché aux États-Unis pour le départ de Trump. Et vous êtes aussi sans ignorer qu'à ce moment, personne n'est en prison pour l'avoir fait. En Biélorussie, les gens marchent tous les jours. Vous êtes bien régulièrement informés, n'est-ce pas? Pour l'instant, personne n'a été mis en prison. Comparaison n'est pas raison. Les marches sont de droit consacrées, imprescriptibles. Marcher, c'est comme si vous buviez de l'eau. C'est comme si vous respiriez, n'est-ce pas? Lorsqu'un enfant est né, la première des choses pour savoir que l'enfant est viable, il se met, quand il a un tout petit peu grandi, il se met à marcher. On ne peut pas interdire à quelqu'un de marcher. Marcher, ce n'est pas une révolution. Pour 30 secondes également. Non, c'est terminé. Je veux la parole de la façon. Votre dernière parole. Votre dernière parole à sortie de l'émission. Je voulais repréciser ma pensée en m'étonnant de ce que les dieux en face disent ce que j'ai dit, mais qu'ils viennent quand même me prendre à la gorge. J'ai dit ici, permettez s'il vous plaît, j'ai dit ici que pour moi, le statut actuel de Maurice Kamto n'est pas très clair. Vous voyez? On gagnerait, oui, il fallait qu'on précise. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'on lui reproche juridiquement, qu'on précise son statut, afin que nous arrêtions un peu de conjecturer comme nous le faisons là. Mais au-delà, au-delà, les gens doivent comprendre que révolution ou pas, il y a eu quelque chose. La loi vous dit, si vous demandez une autorisation, je laisse les mots. Vous demandez, vous avez une manifestation publique à faire. Il dit, les marches c'est consacré, oui, mais c'est codifié également. Vous avez quelque chose à faire, dites à l'autorité. D'accord? L'autorité peut apprécier, vous dire, le lieu où vous voulez faire, ce n'est pas bon, on change. Ou alors vous dit, ce que vous voulez faire là, voici les risques sur la sécurité publique et autres. On annule. D'accord? L'autorité ne peut pas prendre sur elle d'interdire quelque chose, vous appelez vos militants à aller dans la rue, on le fait, et quand la répression vient, vous commencez à faire comme s'il n'y avait rien. C'est ce que je dis, les gens doivent assumer. Il faut que les gens assument. Ne lui dit pas de 30 secondes aussi. C'est donc ça, comme vous clarifie, demandez qu'on clarifie. Il faut se scandaliser. S'il vous plaît, Denis Kobo, prends ces 30 secondes également. On va revenir au second sujet. Ce qui me scandalise, c'est que les dirigeants politiques posent des actes.
au moment de les assumer, Non, non, on envoie des délégués à travers le pays pour dire à chaque citoyen de se prononcer pour ou contre. Quand un homme politique pose des actes, il les assume. C'est-à-dire qu'il les assume. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que le champ politique n'est pas le champ juridique. Et même tout à l'heure, à parler de la souveraineté, de la parcelle de souveraineté qui est détenue par chaque Camerounais. ça, c'est un avocat qui le dit. Dans les faits, il y a les instruments de souveraineté de l'État. De l'État. Ces instruments de souveraineté-là sont au-dessus de nos parcelles de souveraineté. J'ai parlé de la Je viens. fin, hein. Oui, non, je dis qu'à la fin, les instruments, c'est quoi? C'est la police, la gendarmerie, l'armée, la magistrature. Ce sont les instruments de souveraineté d'un État. Et c'est quand même scandaleux que j'entende des éminents hommes d'État. 15 secondes, Denis. Les éminents hommes d'État disent que le fait que les policiers et les gendarmes agissent, c'est dans le cadre d'une justice parallèle. Ah, mais quand on parle des instruments de souveraineté de l'État qui se tiennent d'abord, qui se complètent, La justice, je elle viens, dépend je quoi? viens, maître, je viens. La justice, Je elle viens. dépend quoi? Je dis que je viens, maître. Qu'est-ce qui entend la Prenez justice? la parole, S'il vous prenez plaît. la parole parler. Je suis en train de parler. Si ça ne fait pas de sens, vous allez rectifier. Il dit donc que tous les OPJ qui sont devant de M. Kanté, c'était moi, je ne devais pas assigner. Si moi j'étais dirigeant, je ne devais pas l'assigner à résidence. Si j'étais dirigeant, je n'aurais même pas toussé face à cette marche. Si c'était moi. Je dis donc que, parce que tout à l'heure vous allez dédouaner, et je comprends pourquoi vous le faites. Et ce n'est pas honnête. Vous allez dédouaner toutes les autres instances, notamment la justice, tout ça. Vous pensez que les procureurs qui sont chez eux, le procureur général n'a pas appris qu'on a assigné Maurice Kamto? Je dis ce que je dis. Je dis que pourquoi vous faites semblant de les laisser de côté? Je suis d'accord avec vous. Je dis la même chose que vous. Non, mais dites-le, ne dites pas que c'est parallèle. Denis Kwebo, s'il vous plaît. Au courant que tous les gars qui ont été arrêtés sont torturés. ont été Dites-le. Eric Gando, transition, s'il te plaît. Je demande de le dire. Non, mon Ne pas dire que c'est c'est elle qui le fait. S'il vous plaît. Denis Kwebo, vous avez cessé de Cher monsieur, Vous n'avez pas journaliste. Maître, Vous avez S'il vous plaît, cessé de monsieur. je dis que. On avance, on n'avance pas. Je demande pourquoi les magistrats là ne Denis disent Kwebo, on avance, on n'avance pas. Posez la question à qui? Je demande à un maintenant. S'il vous plaît, cher monsieur. de Denis. Ils sont Sur le plateau. S'il vous plaît. justement nous sommes là pour Je vous laisse le plateau. C'est pour la partie. Nous n'avons pas le droit de parler. J'espère que les esprits se sont calmés sur ce plateau. N'oublions pas que nous avons pour rôle, responsabilité d'édifier nos téléspectateurs. Quand ça se fait en le désordre, nos téléspectateurs s'égarent. Alors on va revenir à nos mots-étons, le deuxième sujet, Denis Kwebo. Au moment où l'on annonce une deuxième phase de la maladie à coronavirus, cette année scolaire ne sera-t-elle pas à nouveau perturbée comme ça a été le cas l'an dernier? Je crois que moi, je ne vais pas avoir un raisonnement à contrario sur cette affaire. Là, il y a eu début de la pandémie au Cameroun. Nous avons tous ensemble suivi le process. Il y a déjà quelques jours, le Premier ministre a levé la suspension des compétitions sportives. Moi, j'ai tout à l'heure parlé de la matière factuelle. Je préfère souvent que nous mettions en avant les faits pour que nos opinions soient informées par ces faits-là. À la reprise, j'ai envie de le dire, vous allez être surpris. Ceux qui disaient en 2016 qu'on ne doit pas aller à l'école au Nozo parce qu'il faut que l'État réponde aux demandes sécessionnistes, proposaient, lorsque la maladie a commencé, c'est le Covid-19, je sais que c'est la Covid, qu'il y ait confinement, qu'il n'y ait pas école. Lorsqu'on a voulu faire revenir les enfants à l'école pendant 2 semaines pour composer les examens, on disait que ce n'est pas possible. Et moi, ça commence à poser un problème. J'ai l'impression qu'il y a une propension généralisée au Cameroun et dans beaucoup de pays d'Afrique à prendre les institutions, les pays en otage. Et une pandémie, fut-elle celle du Covid-19 ou de n'importe quelle autre maladie, ne devait pas prendre l'État même, le pays en otage. On ne signale pas un cas de décès d'élèves ou d'étudiants.
on ne signale pas des cas de Covid à l'école depuis le début. Donc, les gens applaudissent parce que les championnats vont reprendre. Vous savez combien de milliers de personnes il y a dans les stades. Les gens partent s'agglutiner dans les marchés malgré toutes les prescriptions du ministère de la Santé publique. Et quand on parle de l'école, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de frémissement. Et moi, je ne suis pas aussi d'accord avec moi. Je suis un traditionnaliste comme Maître Kenya et je ne suis pas d'accord que c'est Dieu qui a aidé. Si Dieu voulait nous aider en Afrique, il nous aiderait sur beaucoup de choses. Il nous aiderait par exemple à avoir une démocratie, une bonne démocratie dans tous nos pays. Il nous aiderait à aider même nos États. Oui, donc Dieu nous aurait même aidé à avoir un peu d'argent pour subvenir aux besoins de nos populations. Parce que il faut effectivement penser que l'État du Cameroun, à travers le ministre de la Santé notamment, parce que je sais qu'il a été l'objet de beaucoup d'attaques, des attaques politiques et politiciennes, pour une fois, cette maladie a permis aux autorités de travailler. Et c'est souvent bien que certaines choses comme ça arrivent aux États. Cette pandémie a poussé les gens à avoir une meilleure capacité de réaction. Pas seulement sur... J'ai vu d'autres événements qui se sont là. Il y a eu des inondations. Ouais, comment est-ce que par exemple, à Douala, dans le nord, les gens bougent. Parce que les Africains doivent apprendre à bouger. On a bougé. Lorsque vous voyez comment est-ce que la rentrée, moi depuis 2 semaines, je disais, mais pourquoi ne parlons-nous pas de la rentrée? Pourquoi devons attendre la veille pour parler? Il faut que nous parlions des choses essentielles, notamment l'école. L'école est essentielle pour tout le monde. Et depuis qu'on parle de l'école, vous voyez que le MSC, le SDN ne parle plus de SDN, on parle de l'école. Parce que l'école n'a rien à voir avec... ça les dérange. Non, l'école n'a rien à voir avec les chapelles politiques. L'école, c'est essentiel pour tout le monde. Et l'État a pris... Moi, on m'a dit, mes enfants m'ont dit qu'il y aura la mi-temps. Le premier cycle, c'est le matin. Donc, ce sont des mesures préventives qui relèvent, ça qui revient sur la question de souveraineté. Il faut que nos États africains apprennent à se prendre en charge. Nos dirigeants doivent se prendre en charge. Donc, on a pris de bonnes dispositions pour que les enfants, pas parce qu'on pense qu'il y aura des contaminations massives, mais qu'on prenne des dispositions pour que, pour ne pas créer, il ne faut pas qu'on crée des conditions favorables à des contaminations en masse. Les enfants du premier cycle, c'est les plus petits, ils commencent le matin. Les autres viennent le soir. Ça, ce sont des mesures préventives qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous reprochons régulièrement à notre gouvernement. D'accord. Quand vous voulez gouverner, c'est prévenir, c'est prévoir, et s'anticiper également. D'accord. Et il faut souvent les encourager. Ça comprend des mieux. Et bienvenue à Bamba. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour cette rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement opte également pour les cours à distance, donc le e-learning. Comment comprendre l'efficacité de cette option au moment où l'accès à la connexion Internet au Cameroun n'est pas chose facile? Est-ce que vous pensez que les rouages de ces systèmes informatiques sont maîtrisés par les Camerounais aujourd'hui? Bon, votre question est un peu embarrassante. Elle est embarrassante, pourquoi? Parce que vous évoquez un problème de connexion de tout le monde. Vous voyez? C'est-à-dire que si c'est dans le cadre de mon établissement, par exemple, je pourrais vous répondre oui. Vous voyez? On a arrêté les cours, c'était le 18 mars, mais cela n'a pas empêché parce que chez nous... Au 17 mars. Voilà, au lycée Vilain d'Edo, chez nous, on avait créé des groupes WhatsApp, et à partir de chez moi, je discutais avec mes élèves, il y a des enseignements qui se poursuivaient. Bon. Les groupes WhatsApp, en ce moment, qui gère la connexion de l'élève? C'est les parents, l'établissement? Oui, ça c'est... Il faut bien que les parents mettent la main à la poche. Vous voyez, une bière, ça coûte 650 francs, et allez voir combien ils en prennent par jour. Donc, et la connexion, c'est quoi? C'est 100 francs. Vous voyez, 100 francs, et puis on a des heures de cours qui sont calibrées, dont les gens peuvent venir faire un certain nombre de choses. C'est vrai, le e-learning dont vous parlez est souhaité, vous voyez, et il aurait été bon que nous ayons de l'électricité partout, de l'énergie partout pour que tout le monde en bénéficie, mais c'est dommage que seuls les établissements de la ville puissent y accéder, mais c'est déjà possible à un certain niveau. Moi, je voulais revenir sur... Parlons justement de ce e-learning. Oui. Est-il efficace? Bon, pas aussi efficace qu'une situation de classe. Parce que, soyons clairs, rien ne remplace un enseignant devant ses élèves. D'accord? Voilà. Il y a certaines disciplines qui posent problème. J'ai causé avec
des collègues de mathématiques, physique et autres, bon, il y a quelques difficultés à faire un certain nombre de choses. Chez nous, les littéraires, moi je suis professeur de français, chez nous, les littéraires, ça va, mais jusque-là, il y a quand même quelques petites choses sur lesquelles il faudrait revenir. Mais de manière globale, les élèves sont satisfaits. Et chez nous, quand les élèves sont satisfaits, on estime que notre travail a été fait. Donc, je voulais revenir sur un élément par rapport à la rentrée scolaire. Vous avez parlé tout à l'heure des cours qui se font en matinée et d'autres dans l'après-midi. Et vraiment, là, je veux jouer l'avocat de l'enseignant. Vous ne savez pas ce que ça donne aux enseignants comme volume de travail. C'est comme si on avait démultiplié notre travail par 2. Vous savez que entre la préparation des cours, la dispensation de ces cours, la correction des copies et autres, on était déjà tellement occupés. Donc il faut recruter. Bon, il faut recruter, ce serait pas une mauvaise idée. Ce serait pas une mauvaise idée, il faut recruter. C'est vrai que les chefs d'établissement... Parce que ce que vous dites, c'est qu'il n'y aura plus de travail que c'était le carvan, donc il faut recruter. Ça va poser un problème de ressources. S'il faut recruter, la question des ressources, vraiment, c'est très compliqué. Moi, je serais volontiers pour que les recrutements soient, mais la question des ressources se pose et on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et si on demande vos salaires, par exemple, ça va résoudre le problème? Non, la motivation. Bon, c'est vrai que ce serait... C'est un élément quand même qui... Moi, la personne n'a rien demandé. Je vous ai dit, les anciens se préparent, ils sont parce que là, on cherche des solutions. Ouais, oui. Mais ils n'ont pas besoin de ça pour être motivés, mais ce serait nécessaire de le faire. D'accord, c'est compris, compris. Donc, nous sommes prêts pour la rentrée. Ne nous donnez pas le sentiment que les anciens sont des mercenaires. Veulent une revalorisation. D'accord, c'est comme Maître Fabrice Kenyé, le quotidien... Oh, c'est pas possible, ça. Bon, Fabien, c'est vrai que je m'étais habitué à Fabrice, je vais m'habituer désormais à Fabien. Maître Fabien, le quotidien Le Messager, dans sa parution du 2 octobre 2020, évoque la problématique du manuel. Alors qu'on parle de rentrée scolaire, le dit quotidien, il faut observer que sur 164 leçons d'histoire enseignées de la 6e en terminale, seuls 32 sont consacrés à l'histoire du pays. Et du coup, on veut se poser la question, quel type d'élève pour quel Cameroun? Et c'est là où je voudrais rendre un très très grand hommage au célèbre Essama, que vous connaissez très bien, qui chaque jour, il ne cesse de nous montrer, au peuple camerounais ses origines, n'est-ce pas? Vous pouvez imaginer un temps soit peu, en Occident, des programmes dans lesquels on enseigne peut-être 30% de l'histoire de l'Europe et 70% de l'histoire de l'Afrique ou du reste du monde. C'est une aberration. Il faudrait peut-être qu'aujourd'hui nous approprions de notre culture. Le Messager fait bien de signaler cette dérive qui consiste à imposer aux Camerounais la culture des autres. N'est-ce pas? Et, si vous permettez, je crois que j'ai répondu à cette question. Je voudrais un peu m'appesantir sur la question que vous avez posée en quelques secondes. À M. Omar, pour dire que nous sommes dans un pays où il y a des citoyens entièrement à part et des citoyens à part entière. Pour la simple raison que lorsque vous parlez de e-learning, ça concerne uniquement les villes qui sont connectées. N'est-ce pas? Nous avons aussi deux tribus au Cameroun, la tribu de ceux qui mangent et celle de ceux qui ne mangent pas. Au point où le complexe tribal qui nous anime ne nous sert à rien. Donc quand le gouvernement prend ce genre de décisions-là, ça n'a même pratiquement aucun sens pour la simple raison que nous avons des gens. Vous avez certainement observé à travers vos caméras ou à travers, puisque vous cadrez toute la nation entière, vous couvrez tout le territoire national, que dans certains coins du pays, où la majorité des Camerounais n'a même pas de salle de classe, encore moins même de toit où on enseigne. Est-ce qu'on peut avoir des connexions à ce moment-là? Donc c'est un problème de développement, il faut commencer par là, avant de commencer à penser aux nouvelles technologies dont on ne parvient pas à s'en accaparer du fait de la mauvaise gouvernance. Alors, Honorable Samuel, s'inspirant donc de la tribune du Messager, n'est-il pas temps de réformer le système éducatif camerounais pour qu'il soit véritablement adapté aux réalités du Cameroun? Pas seulement le système éducatif, en fait, la meilleure leçon qu'il faut tirer de ce phénomène Covid-là, c'est qu'on demande aux sociétés de trouver de nouvelles formes d'organisation. Et vous avez à l'intérieur des entreprises aujourd'hui des réflexions qui sont menées dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on organise l'espace de vie? Comment est-ce qu'on organise l'espace de travail? Effectivement, si ça débouche vers des organisations plus intelligentes, ce sera l'objet de la remise en cause. Le Covid n'a pas été inventé par un gouvernement, même si j'ai entendu un certain nombre de personnes dire qu'effectivement c'était quelque chose qui s'est échappé de laboratoire.
laboratoire, mais au moins aujourd'hui, déjà premièrement, vous avez vu, il y a des médecins qui disent qu'il y a un certain nombre d'infections qui ont diminué. Le simple fait que pendant une période, on nous a demandé de nous laver les mains chaque fois, ça a fait en sorte que... Comme les maladies diarrhéiques, par exemple, pour vous dire ça, donc, ça nous amène effectivement à voir la vie différemment. Ça nous amène également, je veux dire, mais y compris notre fonctionnement au quotidien, hein, pendant cette période-là, on pouvait bien comprendre qu'on pouvait enterrer quelqu'un dans une dignité extrême en disant qu'effectivement on n'a pas besoin de faire tout un tralala. C'est seulement des enseignements qu'il faut tirer du Covid. Je ne considère pas pour moi que ce soit un drame. L'autre chose également, j'ai eu une scolarité assez heureuse. À partir du moment où il y a un professeur qui m'a convaincu qu'il pouvait utiliser la lecture comme étant un moyen d'accès à la pensée d'autrui, il faut l'utiliser. Peut-être que dans le bas âge, effectivement, dans le cadre secondaire, on n'est peut-être pas suffisamment intelligent pour pouvoir utiliser ce mot d'accès à la pensée d'autrui, mais je pense qu'effectivement, il faudra l'explorer. Maintenant, est-ce que... Pas fini. Il y en a pas ce temps, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Mais maintenant, est-ce qu'on peut le faire propager partout? Je ne sais pas. Mais je voulais seulement une seconde. Oui. Il ne faut pas que Maître Kenye me dise que une manifestation aux États-Unis, c'est la même chose qu'une manifestation au Mali. Attendez. À partir du moment où une marche, non, justement pour édifier, à partir du moment, une démarche insurrectionnelle, c'est laquelle? C'est celle qui remet en cause l'ordre constitutionnel établi. À partir du moment, c'est pas seulement le fait de tuer des gens. Et donc, pour cette raison-là, là également, Éric Doué, il dit seulement s'il arrive à l'Élysée, il rentre dedans. Il a eu 15 mois avec sursis en France. Maître Achille Kenye, toujours sur la question de la réforme du système éducatif, qu'est-ce que vous en dites? Des choses, mauvaises choses. Non, il faut tout simplement dire que l'implémentation de tout ce que le gouvernement entend mettre sur pied devrait prendre beaucoup de temps et au fur et à mesure, l'on devrait se rendre compte de ce qu'il y a beaucoup d'imperfections. Aujourd'hui, nous pouvons commencer déjà à dénoncer par exemple ce e-learning. Si c'est une bonne chose en termes d'éducation, il faut dire que son implémentation chez nous ici au Cameroun sera tout simplement impossible ou alors suicidaire pour certains élèves. Écoutez, vous pensez que chez moi à Bazour, dans le département de vous pensez que le e-learning là pourra être, ne regardons pas en réalité seulement Douala et Yaoundé. Regardons l'arrière-pays. Il faut qu'on se comprenne bien. Il est des villages, des contrées, des localités où il n'y a pas d'énergie électrique. Et, chez M. Samuel Mott, il ne me le démentira pas à côté de lui. J'ai eu une procédure à la brigade là-bas où véritablement 2 mois pour saisir un rapport envoyé au tribunal. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ce serait sacrifier les enfants. Et autre chose, c'est que je suis d'accord avec l'un de mes camarades du parti, pour ne pas le citer, Jean-Robert Wafo, qui pense qu'aujourd'hui, on devait revoir le sous-système francophone de telle sorte à ce que l'on puisse supprimer même cette affaire de probatoire qui en réalité n'est pas grand-chose, ne présente pas grand-chose. Parce que quand vous regardez la majorité des concours aujourd'hui, c'est un diplôme qu'on ne vous demande pas. La plupart, c'est le BEPC, le baccalauréat. Bon, si c'est un tamis, je pense qu'on pouvait encore revoir peut-être que le premier cycle puisse aller comme chez les anglophones jusqu'à 5 ans et supprimer vraiment, je veux dire. Et puis, il faut déjà enseigner l'anglais. Le bilinguisme doit être, c'est-à-dire de règles et sans exception, véritablement. D'accord, c'est compris. Alors, puisqu'on parle du système éducatif camerounais, Denis Kobonsoir par là, ce système garantit-il des lendemains meilleurs pour l'apprenant, surtout en cette période de crise sanitaire? Je vais parler comme un étudiant du monde, pas un étudiant camerounais. Tout à l'heure, on a parlé de la question du manuel scolaire. Ça me pose un problème pour avoir étudié ailleurs. Et on n'a pas besoin des manuels scolaires qu'on a ici au Cameroun. On a besoin de matériel didactique adapté au contexte camerounais. Parce que quand vous dites qu'il y a 27, vous donnez la proportion du chapitre d'histoire du Cameroun dans le manuel. C'est comme si vous croyez que ce n'est qu'à travers l'école là qu'on devait résoudre le problème de l'histoire, puisque les statuts qui sont érigés là pour les colons et autres, ce n'est pas dans le manuel que cela a été fait. Ça a été fait au niveau au-dessus. Il y a des Camerounais qui étudient du primaire jusqu'à l'université au Japon. Il y en a qui étudient en Ukraine.
Il y en a qui étudient en Russie. On ne peut pas commencer à poser le problème de le nombre de chapitres qu'il y a dans le livre. Ailleurs, il y a des manuels pour les enseignants, et ce qu'ils utilisent, mais il y a du matériau partout pour tout le monde. Et la corruption généralisée qui fait qu'on fabrique un livre, on dit ça c'est le livre du commentaire 1. On n'a pas besoin d'un seul livre écrit par Maître Kenya ou par Maître Dieu pour étudier le droit. On peut avoir des centaines d'ouvrages, mais il faut que les modules soient définis pour répondre aux besoins du Cameroun. Il y a un ami français qui m'a demandé l'autre jour, quand on vous prend, vous Camerounais, Africains, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez appris à l'école, du primaire jusqu'en terminale, qui vous aide dans les situations de la vie quotidienne? C'est quand vous répondez à cette question-là que vous avez une bonne vue sur votre système éducatif. Est-ce que j'ai un frère qui m'a demandé l'autre jour, est-ce qu'on ne peut pas créer un lycée? C'est un agriculteur, est-ce qu'on peut pas créer un lycée agricole ici? Moi, je suis agriculteur, je n'en sais rien. Est-ce qu'on ne peut pas créer un lycée agricole? C'est plutôt à cela que nous devons penser au lieu de pluguer sur des questions périphériques à l'éducation. Il faut voir qu'il faut qu'on mette du contenu. Merci, cher monsieur, d'être passé par ça aujourd'hui. Monsieur, bienvenue à Bama, merci d'être passé. J'espère que vous reviendrez encore. Merci également à Maître Fabien, honorable Samuel Motte. Merci d'être venu passer. Merci également à vous, Maître. C'est moi qui vous remercie d'avoir permis au SDF de porter sa voix sur un certain nombre de sujets. Tout à fait. Merci. Denis Kwebo, oui, je serai là la prochaine fois. Dimanche mais je souhaite qu'on n'ait pas trop de débats politiques le dimanche. Quand on a la difficulté à avoir une posture neutre lorsque on a des acteurs politiques sur le plateau. D'accord, c'est compris. C'est mieux de... c'est souvent difficile que chacun comprenne le rôle de l'autre. On va dire merci à Eric Ngando qui a assuré la réalisation comme toujours ce dimanche. Et puis la maquilleuse Yvonne Amogo, rediffusion de cet hebdo, c'est à partir de ce soir à 20h30. Et puis demain à partir de 13h30. Vous pouvez également suivre cette émission sur Facebook et également sur YouTube. C'est un plaisir, mesdames, messieurs. Restez nos fidèles. Nos programmes se poursuivent en temps réel sur Spectrum Télévision. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Voilà, c'est parti.